rebonjour à vous tous, chers auditeurs, chers invités présents ici, chers panélistes. Bienvenue à ce premier webinaire OSIM de la rentrée 2021 sur le thème « Assurer la résilience grâce au cloud ». Pour introduire ce rendez-vous, je vous propose de commencer par un mot d'ouverture de notre président OSIM, et j'ai envie de dire notre champion national du digital, M. Mohamed Saad, DG de la Bourse de Casablanca. Merci Amine, tu essaies de mettre la pression sur moi, mais la Tu pression l'es. est sur toi. Je t'en prie. Merci les amis, merci d'avoir répondu présent à notre deuxième rencontre, event, rendez-vous de l'OSIM en présentiel. Merci à tous les intervenants, chacun en son titre et en son nom. Merci Amine pour la modération. Je suis sûr que l'événement tiendra toutes ses promesses. Quelques mots, je vais être très rapide. Je crois qu'il y a un vent très positif et optimiste qui souffle sur nous ces dernières semaines. Premièrement, il y a un nouveau gouvernement qui a été nommé et tout le monde a applaudi donc le programme qui a été annoncé il y a quelques jours. Pour la première fois, nous avons un ministère de la transition numérique depuis très longtemps. Cela réconforte l'action de l'OSIM. Nous militons pour ça depuis très longtemps. Et donc, voilà, c'est quelque chose qui a été fait. À sa tête, une femme, Rita Mzour, qu'on connaît bien, qui vient du monde de la recherche et de développement, de l'éducation aussi, mais aussi de la start-up, ce qui est une très bonne chose. Alors, il y a quelques jours, la semaine dernière, grand discours de Sa Majesté, que Dieu l'assiste, et qui a parlé de quelque chose de très important et qui a sonné en nos oreilles. Et donc nous avons déjà parlé et traité cette histoire de souveraineté. Alors souveraineté sanitaire, souveraineté industrielle, souveraineté énergétique, mais aussi souveraineté numérique. Je pense que le panel va en parler. La souveraineté numérique et la souveraineté de la data est quelque chose d'extrêmement important. Je vous invite à lire L'homme nu de Marc Duguin. Et donc, c'est ce journaliste d'investigation qui est allé donc chercher dans le background de ce que Google et d'autres aujourd'hui essayent de faire de la data. Quand on essaye carrément d'orienter les idées, l'idéologie et pratiquement tout ce que nous pensons, on a l'impression de revenir à ce George Orwell de 1984. Donc, une recherche et un bouquin qui est extrêmement intéressant. Alors, je reviens très rapidement sur aussi ce que dit le nouveau modèle de développement. NMD sonne pour nouveau modèle de développement, et donc qui place donc le digital aussi comme chantier d'amorçage, de transformation, et qui sera notre roadmap pour les années à venir, pour les 10-15 années à venir. Donc c'est quelque chose de très important. On n'a pas besoin d'aller chercher des stratégies McKinsey et autres. Je crois que la roadmap, elle est très claire. Elle n'est pas parfaite, comme cela a été dit aussi par Sa Majesté, mais c'est quand même quelque chose qui est clair, qui nous permettra de mettre des objectifs et d'essayer de les atteindre. Donc, en dernier chapitre, je n'ai pas encore appris par cœur, j'en suis à la moitié du nouveau modèle de développement, mais en dernier chapitre, on reprend les 5 grands axes, notamment et la formation et la compétence et tout ce qui est réglementation et lois qui doivent en fait régir on va dire, ce chantier numérique. NMD sonne aussi comme nouveau mindset disruptif, parce que c'est de ça dont on a besoin, et nous sommes obligés d'être en co-construction de cette politique économique, nous tous, dans notre, on va dire, epsilonesque action à l'OSIM. Nous poussons tout le temps vers donc justement ce levier de développement qui est le digital et le numérique, pour justement cette PME, cette grande entreprise, cette administration publique, semi-publique puisse en tirer le maximum de ce numérique et de ce digital. Donc rappelez-vous, nouveau modèle de développement rime aussi avec nouveau mindset disruptif. Je vous remercie, je vous applaudis. Je suis sûr que le débat sera fructueux, alléchant. Je te fais confiance, Amine. Tu l'as toujours fait avec beaucoup de leadership. N'hésite pas à couper les micros quand il y a des messages publicitaires. Très bien. Super, merci beaucoup, Mohamed.
Bon, écoute, merci beaucoup pour cette allocution d'ouverture. J'ai envie de dire toujours aussi percutante, imagée, et j'ai envie de dire qu'on retient tous NMD, nouveau mindset disruptif, avec le nouveau modèle de développement. Bon, avant de passer la parole à nos invités, laissez-moi, moi aussi, si vous voulez bien, partager quelques lignes d'introduction complémentaires sur le sujet du jour. Le monde s'est teamifié ou zoomifié. Vous l'avez compris, ces deux outils, que ce soit Zoom ou Teams, sont devenus un élément essentiel au quotidien, du quotidien à l'ère de la Covid-19. Ces éditeurs auraient été dans l'incapacité d'encaisser l'évolution sans précédent de l'audience sur leur plateforme, sans l'infrastructure flexible fournie par les grands providers du cloud. Partant de ce constat, les experts pensent que la Covid a trouvé sa moitié dans le digital à travers le cloud. Sans le cloud, point de salut. Sans le cloud, pas ou peu de visioconférences. Idem pour le travail collaboratif à distance. Pourtant, nous n'assistons pas forcément à un engouement fort des DSI pour le cloud. Certains questionnent la résilience plébiscitée par les providers du cloud qui ne tiendrait qu'à un fil, la fibre optique qui relie les deux parties. De plus, cette résilience est même remise en cause quand le provider lui-même n'arrive pas à se l'assurer. Des pannes qui passent comme des catastrophes naturelles dans les 20 heures des pays du monde. Sans parler de la question de la souveraineté, qu'a évoqué Mohamed, qui pour certains est incompatible avec la flexibilité du cloud. Donc j'ai envie de dire, comme pour les profils des déconfinés dans ce contexte Covid, nous avons 4 profils de DSI sur le sujet du cloud. Les amis, je vous propose d'afficher cette illustration que je vais commenter. Donc nos 4 profils aujourd'hui, toujours en faisant un peu le lien avec les déconfinés du contexte, il y a le DSI paranoïaque qui développe une relation fusionnelle avec ses serveurs et pour qui le cloud n'est que nuage. Le DSI précautionneux qui, après avoir cumulé des années d'investissement et de pratique sur un environnement informatique qu'il contrôle, commence à tester l'infogérance et le cloud privé en particulier. On a le DSI aventurier, ou si je peux me permettre un peu le je m'en foutiste, qui répond aux appels du large et des sirènes du cloud public. Pour lui, le self-service en infrastructure et en application est la règle. Les mètres carrés ne sont pas un sujet de discussion. Et on a le DSI scientifique qui cherche le compromis ou l'hybride, le bon cloud pour la bonne utilisation. Pour ces 3 derniers profils, précautionneux, aventurieux, scientifiques, l'agilité, la flexibilité, la résilience et même l'intelligence collective sont avancées pour justifier cette sortie du on-premise, la zone de confort selon eux. Sans reprendre la fameuse pyramide de Maslow, nous allons tenter à travers cette conférence de comprendre si nos DSI doivent rester dans leur zone de confort ou se servir du cloud comme tremplin vers l'épanouissement du digital dans l'entreprise. Alors j'ai envie de dire, balle au centre, cloud ou pas cloud, public, privé, hybride, souveraineté et cloud. Pour débattre de ces questions, j'ai le plaisir d'accueillir des institutions de renom. Microsoft, représenté par sa directrice générale, Madame Salima Amira, bienvenue. Huawei, représenté par le vice-président Cloud et Intelligence Artificielle Africa, M. Mounir Soussi. WebHelp, représenté par son directeur technique Maroc et adjoint pour la région de France, M. Fed Meski. Et enfin Inouï, le partenaire OSIM pour cet événement, représenté par M. Wassim Laroussi, directeur développement et aussi notre keynote speaker. Bon, avant de commencer, de rentrer vraiment dans le sujet, j'ai envie de vous proposer un premier tour de table avec vos commentaires sur ces premiers mots d'introduction et aussi peut-être commenter l'illustration projetée et sur le sujet en général. On commencera par vous, Madame Salima. Honneur aux dames. Honneur aux dames. Si on avait le temps, je reviendrai sur l'historique et l'étymologie de cette phrase. Allons-y. J'ai envie de dire, on a besoin de tous ces profils-là. Je pars vraiment sur le... On a besoin du paranoïaque, on a besoin du zéro trust, on a besoin de celui qui va construire une démarche réfléchie vers le cloud. On a besoin du early adopter qui va aller réagir en temps de crise pour innover, créer, réagir rapidement à une situation d'urgence. On a besoin d'une gouvernance avec un mélange de tous ces profils-là pour réussir un move to cloud.
Voilà. Donc si je dois commenter l'image, je retiendrai qu'on a besoin de tous ces profils-là. Super. Stéphane? Moi, je vais dire que je suis peut-être le DSI scientifique, parce que chez nous, on est Super. à 50-50. Donc, nous, on est en mode hybride, agnostique. Donc, je ne peux qu'accompagner cette orientation en groupe. Et je comprends aussi la position de chacun de ces quatre. Il y a derrière une expérience et un vécu, donc on est passé par là. Mais au final, on arrive Très bien. automatiquement à la partie scientifique. Simonière, un petit commentaire sur cette illustration et sur le sujet en général. Donc, déjà un grand merci. Merci de retrouver déjà les présences physiques. On n'est plus dans le cloud. Voilà. Donc déjà c'est un plaisir de retrouver ce modèle hybride. Et pour faire la petite parenthèse, aussi le DSI scientifique. Je pencherai pour le DSI scientifique. Quoique, je suis aussi tenté par le côté aventurier de cet héros, parce qu'effectivement, la technologie nous pousse à prendre des risques et on ne peut pas se permettre à être parano, à attendre que le train passe. Donc on est déjà la 5G, la latence, donc les décisions, on les prendra en marche, en courant, en prenant cette aventure. Mais définitivement, le futur du cloud est hybride. magnifique. Si Wassim? Oui. Alors, moi, je pense effectivement, comme mes collègues, que il faut de tout pour faire un monde, mais qu'il faut qu'il n'y ait rien d'impératif en fait. Il faut vraiment que le cloud apporte une valeur ajoutée à chacun de ces profils-là. Ces profils vont certainement coopérer aussi ensemble, donc ça se fera certainement en marchant. Super. Écoute, si Wassim, je te propose de garder la parole et partager un peu, on va commencer maintenant dans le vif du sujet, j'ai envie de dire, et à travers peut-être un premier état de l'art ou une rétrospective autour des cas d'usage du cloud observés au Maroc. Vas-y, je t'en prie. Okay. Merci Amine, et merci à vous de m'accueillir parmi vous cet après-midi. Donc effectivement, je vais être très bref, je vais revenir en quelques minutes à peine sur un certain nombre d'expériences que nous avons eues avec certaines entreprises parmi vous, avec certains acteurs du public, tout au long de notre contribution sur la construction justement de cette promesse, de cette proposition de cloud souverain au Maroc. Donc je vais essayer, pendant cette courte présentation, de revenir sur deux phases, sur deux questions. Qu'est-ce qui a fait, sont vraiment d'ordre d'importance, mais qu'est-ce qui a fait que certains clients ont adopté un passage significatif vers le cloud et la deuxième, qu'est-ce qu'ils ont fait ensuite? Comment ça a évolué? Quelles sont les questions qu'ils se sont posées et que nous avons traitées avec eux tout au long de leur cloud journey? Alors, je ne sais pas dans quel ordre il faut pointer, mais ça n'a pas l'air de... Si on peut passer juste au slide suivant. Ok. J'allume. Je ne sais pas si c'est allumé. Pardon. Ah, ok. Je vais faire un appui lent. Il n'y a peut-être pas de batterie. Vous pouvez... Mais si vous pouvez juste passer le slide suivant, j'accompagnerai. En tout cas, sur la première partie, il s'agira d'événements qui ont été exogènes ou des fois vraiment liés à l'actualité, à la vie de l'entreprise, qui ont fait qu'il y a eu un passage significatif. Donc, c'est vraiment qu'est-ce qui nous a amené, ou qu'est-ce qui a amené nos partenaires et nos clients à passer vers le cloud. Tous ces partenaires, tous ces clients, la majorité étaient déjà non seulement initiés, mais étaient aussi convaincus par l'intérêt et l'apport à la fois sur le bas de leur PNL, mais aussi sur le haut de leur PNL. Ce qui s'est vraiment passé, donc la première raison qui nous est venue et qu'on a rencontrée souvent, c'était une raison souvent exogène. Donc il y a eu, et surtout les 2 dernières années, il y a eu un besoin immédiat d'améliorer ou de faire vraiment croître sa capacité de production. Donc ce besoin, il a été à la fois autour de la digitalisation, de la dématérialisation. Dieu sait combien on a été dans l'urgence de créer cette dématérialisation pendant la crise pandémique. Il y a eu aussi, malheureusement, pour certains des acteurs économiques,
un besoin aussi pressant de se réorienter, de se repositionner sur des activités de contingence et de secours. J'ai à l'esprit l'exemple d'entreprises dans la production et la distribution culturelle et qui ne devaient absolument créer des activités pour avoir suffisamment d'activités de cash. Donc ils se sont réorientés vers une distribution plus large et donc à cette occasion il a fallu créer toute une filiale avec tout son SI et son infrastructure et nous les avons accompagnés au niveau d'une de nos plateformes de cloud souverain. Donc il y a eu aussi des impératifs pendant ces 2 dernières années auprès de certains de nos partenaires et certains de nos clients sur une mise à niveau. Alors soit une mise à niveau simple de cycle de vie, on va dire d'infrastructure, et donc ils profitent de cette occasion pour se poser la question du passage au cloud, ou une mise à niveau de type conformité. Et donc c'est des besoins qui ont souvent été en partie exogènes et qui ont fait qu'aujourd'hui 90% des clients que nous opérons sur les 2 plateformes de cloud ont confié plutôt leur environnement de production. Alors ça c'est une des raisons, il n'y a pas d'ordre vraiment. Le deuxième motif aussi de passage vers le cloud, c'est l'occasion de créer une nouvelle activité. Alors une nouvelle activité, souvent c'est une ambiguïté, une incertitude sur le BP. On essaie de ne pas l'alourdir avec un capex important. Donc là, le modèle cloud que vous connaissez tous répond parfaitement à cette configuration-là. Il répond aussi à la possibilité vraiment de partir en échelle, de scaler très rapidement. Et donc toute proposition de cloud répond à ce type de configuration. Et puis souvent, de plus en plus, on trouve que quand on agit sur de nouveaux marchés, on est face à des pure players qui sont, on va dire, cloud native. Donc ils ont un modèle opérationnel qui est aussi léger que cela, et donc il faudra adopter les mêmes armes. Et donc nos clients ont adopté les mêmes armes pour progresser dans les nouvelles ventures qu'ils ont créées. Et globalement, on va voir plus tard comment vraiment le cloud, donc, quel que soit le cloud, mais le cloud aussi que nous proposons, permet d'avoir des outils qui permettent d'avoir une flexibilité et une agilité dans la gestion, mais on va dire 10% des clients, très rapidement, au bout d'une année à peu près, améliorent ou upgrade leurs ressources. Alors voilà, aujourd'hui, quand on prend un cloud, c'est pour vraiment automatiser sa façon de gérer la production. Donc il y a vraiment des basics. Nous, on a 60% des clients qui prennent plutôt des virtual data centers plutôt que des machines virtuelles. Pourquoi? Simplement pour avoir la main sur l'autonomie et avoir la main sur la configuration de leurs ressources. Donc ils peuvent créer des VM, les upgrader, rajouter des CPU, etc. Réallouer les ressources selon le besoin des BU. Ils ont aussi sur les mêmes types d'outils la facilité d'assurer une réplication et un failover. Et ils ont aussi la capacité de virtualiser ou de gérer de manière virtuelle, rapide, toute la couche de connectivité, la couche de sécurité. Donc c'est quelque chose qui est devenu aussi mandatory. Et puis bien sûr toute la partie qui vient autour de la containerisation. Troisième et peut-être le plus important, moi je ne donne pas d'ordre d'importance, mais en tout cas le troisième driver, c'est l'amélioration de la résilience. C'est le sujet du jour. Pour améliorer le plan de continuité d'activité, donc l'externalisation, même en cloud privé, il n'y a pas comme j'ai dit, il n'y a pas d'impératif, il faut vraiment que les clients aient le choix, y compris les 4 profils qu'on a vus. Donc l'externalisation en cloud privé, surtout si ce cloud est hébergé dans un environnement qui assure la résilience nécessaire, permet effectivement de doter son PCA d'avantages majeurs. Disposer de services de backup as a service aussi, que ce soit dans un cloud souverain comme celui de Inuit ou sur son cloud privé également, permet d'apporter évidemment des atouts et un avantage à son PCA. Et enfin, bénéficier d'un service de disaster recovery pour récupérer les machines de production de son activité aussi rapidement. C'est également une brique qui est devenue nécessaire, et le cloud peut participer donc à améliorer rapidement ces PCA-là, et donc ça peut être un motif de passage d'un certain nombre d'entre nous vers le cloud. Bon, donc juste par rapport à la partie vraiment disaster recovery, elle peut être aussi bien donc sur un cloud, comme j'ai dit, un cloud public, un cloud souverain comme celui de Inuit. Elle peut également être entre les 2 plateformes cloud du même fournisseur, comme elle peut être sur un cloud privé du client. Alors, la deuxième question que je souhaite aborder très rapidement, c'est une fois sur le cloud, en partie en tout cas sur le cloud, comment ça évolue, quelles sont les questions que nos clients se sont posées. Donc j'ai peut-être 2 ou 3 cas que nous avons vécu. Alors le premier, il est intéressant, c'est un client qui a opté pour
une externalisation. Il était déjà en externe, mais sur du bar metal, et il souhaitait vraiment passer en cloud pour avoir cette agilité-là. Il y avait également un impératif de souveraineté, donc il a utilisé 2 VDC sur les 2 data centers d'Arabat Technopolis et SAP New Casablanca, tout en bénéficiant bien sûr de la couche de services de sécurité, donc les firewall as a service, le WAF as a service, et en utilisant la bande passante mutualisée. On s'est aperçu très vite en phase vraiment de POC et d'avant-projet qu'une amélioration significative de la bande passante et même des ressources de bande passante dédiées étaient nécessaires pour assurer le service. C'est un service public. Et nous pensons que ce type de service s'apprête parfaitement à l'utilisation de ressources de type backup as a service et archivage aussi as a service. Le deuxième cas pertinent aussi, c'est celui où on a vu vraiment un impact sur le modèle opérationnel des équipes prod du client. Donc c'est un client qui est parti très progressivement vers, je dirais pas le full cloud, mais majoritairement en cloud. Donc il a testé en mettant juste un serveur de messagerie dédié sur le cloud souverain. Il a ensuite ramené un serveur de communication unifié, et puis après, progressivement, il a mis un certain nombre d'applications métiers qui couvrent les domaines, on va dire, du CRM et de l'ERP. Et le troisième cas, et ça revient peut-être à un des profils que Amine a présenté, donc c'est un client qui exploite vraiment toute la force du cloud hybride. Donc c'est des clients qui ont plutôt opté pour du test et recette sur le cloud. Ils ont gardé leur production sur leur environnement, je ne dirais pas cloud, mais sur leur environnement virtuel privé. Ils ont adopté notre offre de communication unifiée as a service, donc c'est plutôt un modèle SaaS pour catégoriser les choses. Et puis on pense que voilà, c'est des gens qui peuvent aussi externaliser vraiment leur cloud privé dans un environnement data center aussi sécurisé que celui que nous proposons. Voilà un peu les différentes questions que nous avons peut-être traiter avec une partie de nos clients. Il y a des questions aussi sur la réversibilité, mais je pense qu'on va les traiter tout à l'heure avec les autres panélistes. Merci. Super, merci Wassim. J'aime bien le vers le cloud et dans le cloud. Donc j'aimerais bien en fait avoir peut-être quelques commentaires de nos invités par rapport à cet état de l'art, effectivement, et aussi quels sont peut-être, vous pouvez avoir des arguments peut-être supplémentaires pour attirer tout simplement les entreprises vers le cloud. Je commence par toi, Madame Selima. Merci Amine. Donc oui, les cas présentés par Wassim sont les cas qui sont les plus communs, effectivement. C'est par là où commence une entreprise. Maintenant, il y a des centaines et des centaines de cas d'usage. Et pour juste relier aussi la discussion cloud au thème du jour, donc là, cette recherche de résilience de l'entreprise, je voudrais revenir à une définition un peu plus générique de la résilience, donc sortir des cas d'usage de PCA, de résilience physique qui va dépendre des ressources, etc. Mais de parler de la résilience de manière générale. Donc c'est ce besoin, un besoin majeur d'agilité dans le temps. Donc être agile tous les jours, de manière continue. Et avec une contrainte majeure, post-pandémie, elle s'est encore plus accélérée, c'est les données que doit ingérer l'entreprise, donc ces données qui deviennent exponentielles, rapidement changeantes et surtout dont l'obsolescence est très rapide. Et l'utilisation du cloud sous toutes ses formes, et Wassim l'a très bien souligné, donc il y a la format privé, le cloud souverain, le mix entre le cloud privé, le cloud souverain et le cloud public, va venir répondre à ce besoin de compétitivité et donc d'agilité accrue, et ce besoin de changement constant avec une obsolescence qui est de plus en plus rapide. En agissant sur 4 facteurs majeurs, j'ai envie de dire. Le premier étant que l'entreprise va se libérer du besoin de figer ses ressources dans le temps. Donc un décideur peut être sûr en utilisant le cloud qu'il va disposer tous les jours des ressources nécessaires pour lancer ses nouvelles initiatives, etc. parce qu'il ne va plus devoir provisionner à l'avance ou savoir à l'avance ce dont il a besoin pour mener à bien ses besoins métiers. Une fois qu'il s'est libéré du besoin de figer ses ressources métiers, il peut aller accélérer la prise de décision. Donc la base même de l'agile, c'est le réussir rapidement, échouer rapidement, ou et c'est une notion qui est chère à Wassim,
En tout cas, pendant les années où on a travaillé ensemble, donc le TTM, le Time to Market, le Speed to Market, où au lieu de se lancer dans des projets qui sont fastidieux, longs, coûteux en temps et en argent, on peut commencer à tester rapidement sur le cloud, décider de généraliser, de fine-tuner ou de faire un retour en arrière, justement. Le troisième facteur important est, une fois qu'on a adopté cet usage du cloud, de pouvoir bénéficier de l'IA et de l'IC, donc la puissance de l'intelligence artificielle qui peut être infusée à tous les services qui sont hébergés sur les différentes formes du cloud, et l'intelligence collective, et donc toute la force des communautés de développement, des marketplaces qui sont proposés, des coalitions industries ou des cloud industries qui vont permettre à un décideur d'aller s'inspirer de ce qui se fait de mieux dans son industrie, dans un marché concurrent, dans une autre partie du monde, mais aussi d'éviter de perdre du temps à réinventer la roue. Et ce qui va, le résultat donc, qui va découler de ça, c'est qu'en évitant de réinventer la roue, en évitant de passer du temps à maîtriser des technologies basiques, mais plus de concentrer ses compétences ou les compétences de ses collaborateurs sur des sujets d'innovation, de recherche, etc., je libère mes ressources et surtout je libère mon pôle IT de cette course effrénée à la maîtrise de la technologie basique, et je me concentre plutôt à construire le building capability, donc construire les capacités de mon équipe IT pour devenir vraiment une force de proposition qui va venir comprendre ma donnée, parce que c'est ça mon nouvel or, pouvoir le connecter aux besoins métiers, identifier ce qui existe dans ces communautés pour pouvoir venir servir les besoins de mon entreprise. Voilà. Super, merci beaucoup Saïma. Tu as sorti l'intelligence collective. Je me disais, est-ce qu'on va sortir l'intelligence collective dans le cloud? C'était une image, quand je me suis dit, là, il l'a utilisé vraiment, parce qu'il y a vraiment on va éviter de réinventer la roue, et je trouve ça magnifique. Donc merci d'utiliser cette intelligence. Simone, j'aimerais bien aussi t'écouter aussi. Oui, merci Siamine. Merci Siwassim pour excellente présentation. Ça rejoint un peu ce que je prêche. Donc pour pousser la souveraineté de la donnée, le cloud, oui, mais le cloud, on parlait tout à l'heure du héros, de l'aventurier, Angel là-bas. Donc vraiment pour un cloud souverain. Maintenant, quels avantages pour la migration vers le cloud? Économique. Déjà, on a une mutualisation des ressources. On a parlé tout à l'heure d'agilité, de time to market. C'est effectivement des facteurs, mais le facteur économique est très très important. Aujourd'hui, on ne peut pas aller suivre et changer de technologie et changer avec tous les besoins croissants en termes de data, de monter tout un data center pour toute entreprise de toute taille. Les investissements en CAPEX sont énormes. Donc, avantage économique important. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, avantage compétitif. Se focuser sur le core business. Le time to market est très important. L'agilité que permet le cloud permet à des entreprises d'être plus agiles, plus compétitifs, lancer les produits, élasticité dans le besoin. Donc aujourd'hui, on a vu pendant Covid, pendant la pandémie, on a vu des besoins croissants en communication unifiée, en communication vidéo, en communication de tout genre. Donc là, ça ramène l'usage de la technologie. Donc cette élasticité de besoin ne peut pas être physique et dédiée pour un besoin d'une entreprise. Il faut et le cloud est une très bonne réponse à cette élasticité de besoin en OPEX, en ramenant les usages en OPEX plutôt qu'en CAPEX. Donc ça, c'est aussi un point important. Et en besoin opérationnel, je vois mal, parce que la technologie maintenant, le IT maintenant, la transformation digitale, le numérique devient le business. Donc je vois mal transformer les ressources d'une entreprise à être un département informatique monstre avec toutes les ressources qui doivent être formées, avec la rareté des talents. Donc en termes opérationnels, le cloud permet cette agilité
opérationnel aux équipes parce qu'il met l'usage dans le cloud chez un opérateur. Tous ces bénéfices reviennent sur l'essence dont on parlait tout à l'heure, c'est de la souveraineté. Parce que tous ces avantages disparaissent si ce cloud ne peut pas permettre une souveraineté de la donnée. Et je vais donner une image pour refléter un peu ce challenge. C'est aujourd'hui, si on prend par exemple notre vitrine qui est l'OCP, ça te fera plaisir. L'OCP, aujourd'hui, on a une ressource qui s'appelle le phosphate. L'OCP a eu l'intelligence et les investissements nécessaires pour monter dans la chaîne de valeur et transformer et vendre de la valeur sur un phosphate qui est transformé. Mais si, au pire, on n'a pas ces ambitions, on n'a pas ces budgets pour transformer cette ressource naturelle, ben on la vendrait en ressources naturelles. La data, ce n'est pas le cas. Si on ne protège pas notre data, si on n'a pas des clouds souverains, si on n'a pas les périmètres qui permettent de contrôler cette ressource naturelle, cette ressource de la donnée, c'est même très difficile de la revendre en raw matériel parce qu'elle est ailleurs. Donc cette souveraineté de la donnée est au cœur de tout développement du cloud. Donc ça, c'est en termes d'avantages. En termes d'opportunités, et je vais finir avec ce point, les investissements en cloud sont budgétivores, très importants. Il faudrait qu'on puisse avoir et nourrir et supporter des clouds souverains pour être régionalisés. Nous pouvons jouer, le Maroc peut jouer le rôle d'un cloud souverain, national, pour fournir ces services dans la région. Et même fournir ces services pour des usagers en Europe. La régulation peut le permettre, il faut qu'on soit ambitieux pour pouvoir le faire. Donc, la limitation sur les investissements pour développer un cloud souverain ne peuvent pas être un frein à vouloir utiliser des clouds en mode non souverain. Super, ben ça c'est une bonne publicité, j'ai envie de dire, pour notre cloud souverain. Avant de passer à toi, Sifed, est-ce que Wassim, tu veux peut-être faire un petit commentaire par rapport à ces deux interventions? Et je reprends Fed juste après pour qu'il nous donne un peu son expérience plutôt côté utilisateur. Très, très rapidement, je suis d'accord que la question de l'agilité elle est aussi importante que la résilience elle-même, que le cloud n'est pas juste une optimisation des coûts, mais aussi quelque chose qui libère le potentiel de toute l'entreprise, les BU, mais aussi la DSI, il les libère pour créer. Je suis d'accord que la question de la souveraineté est quelque chose qui est de plus en plus importante, on l'a posé dans le contexte d'introduction de cet après-midi. Et il va falloir qu'on fasse évoluer nos propositions de valeur, mais notre usage aussi du cloud vers des fonctionnalités qui permettent justement d'accélérer dans le sens vraiment de l'agilité, de reproduire, d'orchestrer et d'automatiser. C'est peut-être ça, on reviendra peut-être dessus dans quelques minutes. Super, ben, merci Wassim. Sifed, c'est à toi. J'ai envie que tu partages avec nous un peu ton expérience en tant qu'utilisateur, sachant lorsqu'on les écoute les trois, on s'est dit, j'espère que j'ai le cloud chez moi. On parle de scalabilité sans alourdir le CAPEX, time to market, focus sur le core business, des différents usages. Tout directeur général d'entreprise, il est conscient, ça lui parle direct. Là, depuis tout à l'heure, on n'a pas parlé d'infrastructure, de fibre optique. C'est ça qui est puissant. Le cloud, c'est des cas d'usage, c'est du business. À toi, Sifed, j'ai envie de t'interpeller dans les deux choses. Deux choses, c'est d'abord effectivement, est-ce que tu rejoins ces avantages-là, ces opportunités chez toi? Et étant donné que tu es utilisateur final, j'ai envie que tu ailles un peu plus loin et partage avec nous peut-être les difficultés et les limites que tu rencontres avec le cloud. Donc bonjour à tous. Au fait, effectivement, moi je rejoins ce qui a été dit parce que c'est parfaitement dans
ça rejoint parfaitement le besoin du business, le fait d'être agile, de pouvoir être scalable, de pouvoir être dans le time to market, d'accompagner le business et les nouvelles, surtout chez nous, parce que je ne sais pas si tous nos spectateurs connaissent Webhelp, mais Webhelp c'est une multinationale de plus de 90 000 collaborateurs, dont 12 000 au Maroc, donc on est à peu près dans les 4 coins du globe. Et on est, comme je vous ai expliqué, un utilisateur de cloud hybride. Donc on a des on-premises sur nos sites, on a du public. Par contre, on n'a pas le souverain. Ça, c'est pour moi une très bonne nouvelle parce que ça va nous permettre, et d'ailleurs avec notre directeur général, M. Erdouane Mabchour, on prévoit de se lancer sur le business local. Et pour respecter la réglementation, on a besoin d'avoir ce genre de service. Donc c'est une très bonne nouvelle pour nous. Donc on est en cloud agnostique, donc on n'est pas juste pour éviter la dépendance à un seul cloud, donc on est chez partout, Microsoft, Google, AWS, Alibaba, on est un peu partout, parce qu'en fait on produit pour 500 clients de référence et en plus de 80 langues. Donc c'est vraiment un besoin de sécurisation, d'agilité. Tout à l'heure, Madame Selima a parlé de la crise Covid et parfaitement. Nous, on est dans cette orientation de cloud depuis 2012 et on n'a pas attendu la crise parce que beaucoup ont attendu la crise pour s'orienter, donc c'était un peu fait à la va-vite. Et heureusement que les services étaient matures et ont pu accompagner ce genre de DSI ou d'entreprise. Mais nous, depuis 2012, on avait commencé sur des périmètres spécifiques et petit à petit, on a commencé à généraliser, toujours dans le respect de nos cahiers des charges. Et ce qui fait que lorsque la crise était là, on a pu rapidement sortir de plus de 60% de nos collaborateurs au Maroc. Donc on était au max à 7000 collaborateurs en télétravail pour pouvoir assurer la continuité du business. Et c'était presque complètement transparent pour nous. Et ça nous a permis aussi de prendre plus de parts de marché. Donc il y a eu un côté positif. Donc moi je rejoins parfaitement ce qui a été dit, agilité, réduction des coûts, même s'il y a un certain côté où c'est difficile pour un DSI de s'engager avec son management lorsqu'il n'arrive pas à maîtriser les coûts. Quand on est en CAPEX, on se dit c'est tel prix, on est là pour 5 ans, il y a la maintenance, et en général ça ne change pas trop. Alors que là, avec les offres cloud, on peut se retrouver avec des changements assez drastiques de prix, et donc là il faut être prêt, aussi être agile par rapport à ça. Et aussi avoir des offres de pay and go. Pay as you go. Donc, où on ne paye que ce qu'on consomme. Et ça permet d'être scalable, donc c'est de l'autoscalable, donc d'être scalable, de pouvoir rapidement répondre aux besoins métiers, tout en s'assurant d'une maîtrise des coûts internes. Voilà, je pense que... Difficulté, encore plus. Qu'est-ce que tu rencontres aujourd'hui comme difficulté, j'ai envie de dire? Parce que j'ai bien envie, là tu as parlé des changements drastiques de prix. Alors, je pense qu'ils vont réagir par rapport à ça. Vous voulez nous mettre en difficulté en fait. Je veux du commentaire, je veux un peu d'activité. Donc vas-y Fed, je veux bien que tu partages. On a parlé des difficultés de prix, peut-être il n'y a que ça. Non, il n'y a pas que ça. Il y a aussi un accompagnement des entreprises lorsqu'ils prennent un service. Souvent, quand on achète un service, on est obligé d'aller voir des prestataires pour mettre en place. Oui, là c'est bon. Donc on a des providers qui arrivent à accompagner sur certains niveaux, mais majoritairement, on est obligé d'aller chercher des prestataires pour... Et donc voilà, il y a cette partie d'intégration, il y a aussi une partie de formation qui est nécessaire, qui doit être un peu revue du point de vue du client. Parce que ce qui se passe actuellement, par exemple, c'est que les formations elles sont faites sur une base d'interface graphique. Et donc dans un souci ou dans un objectif d'industrialisation, l'interface graphique a ses limites et donc on est obligé d'aller sur de la partie CLI, donc en ligne de commande, en scripting, sur du JSON donc, voilà, donc, vous connaissez, mais là on n'est pas du tout accompagné sur cette partie par les providers et on doit chercher des organismes de formation. Et là, déjà au Maroc, j'arrive pas à trouver Terraforce pour former sur cette partie scripting. C'est vraiment très difficile. On est obligé d'aller envoyer nos ingénieurs à l'étranger pour se former et pouvoir être, on va dire,
compétitif et efficace dans la gestion de nos infra cloud. Donc il y a ça, la partie prix, la partie accompagnement et la partie formation. Ou peut-être un e-learning pourrait aider à... Parce que là, les compétences cloud, c'est vraiment des niches qui sont rares et qui coûtent très cher. Donc plutôt pour essayer d'améliorer cette partie, c'est d'avoir des plateformes d'e-learning fournies aux entreprises qui sont abonnées au cloud, qui permettraient de réduire les coûts sur la partie formation. Et super. On a toujours au coût. Très bien. Bah, écoutez, j'ai envie de dire, je vais vous interpeller du coup par rapport à ces difficultés surtout, parce qu'on a envie d'avoir des scoops dans cet événement. Donc, j'aimerais bien donc chacun de vous, donc Salima, Simonir et Siwassim, un petit retour par rapport justement à ces difficultés et pour aller un peu plus loin. Lorsqu'on entend, tout à l'heure tu as parlé aussi des virtual cloud, et on entend beaucoup les stratégies move to cloud, j'aimerais bien que vous donniez aussi quelques conseils, quelques tips aux entreprises qui veulent aller vers le cloud. Donc un petit commentaire par rapport aux difficultés et quelques conseils, tips pour les entreprises qui veulent aller vers le cloud. Salima, tu peux commencer. Parfait. En fait, je pense que ça se rejoint. Merci déjà pour le feedback. C'est toujours bon d'avoir un feedback d'un client, encore plus un client à Microsoft, donc à nous. Les difficultés exprimées par CIFED sont typiques aussi de ce qu'on doit expliquer comme pour accompagner le move to cloud. Donc, de ce que je retiens, donc c'est un besoin aussi de gouvernance pour pouvoir gérer au mieux cette transition au cloud. Et dans la gouvernance, il n'y a pas que l'aspect coût, il y a l'organisation à mettre en place, les compétences à construire en interne, l'accompagnement, donc la gestion de changement en interne, le changement de culture qui doit s'opérer dans les équipes qui vont gérer les plateformes dans le cloud. Et tout ça, on y répond de deux manières. Donc il y a déjà un Cloud Adoption Framework. Je ne connais pas nécessairement l'expérience détaillée de WebHelp. Est-ce qu'elle est locale ou régionale? En tout cas, il y a un Cloud Adoption Framework qui vient, donc c'est un ensemble de best practices, d'outils, qui vont venir accompagner cette prise de décision, permettre de définir quelles sont les différentes personnes qu'il faudrait mettre en place pour réussir le move to cloud. Pour ne pas se faire des idées, donc le move to cloud n'est pas une démarche facile, surtout pour une première démarche. Elle doit être structurée, elle doit être réfléchie, elle doit être étudiée et mesurée. Et même quand le move to cloud se fait, donc pendant l'utilisation de cloud, il y a un certain nombre d'outils de supervision, etc., qui doivent être mis en place pour pouvoir suivre sa consommation, pouvoir la piloter, pouvoir optimiser. Il y a aussi des outils que l'on fournit, donc des advisors qui vont pouvoir donner des astuces sur le taux d'usage, par exemple, ou en utilisant de l'IA pour venir proposer carrément des pistes nouvelles, comme ne pas allouer des ressources, mais plutôt utiliser des instances réservées et garder ces ressources-là pour une utilisation effective lors d'un pic d'activité. Donc, qui font partie des tendances inhérentes, j'ai envie de dire, au move to cloud, qui est le data cost optimization, qui est très important, parce que la donnée, encore une fois, peut exploser de manière très rapide, et même la logique de rétention de cette donnée doit être étudiée. Donc il y a l'aspect gouvernance qui est important, la data cost optimization qui est importante, et la troisième difficulté qui est les compétences. Donc là, c'est quelque chose, je pense, que tous les cloud providers sont conscients. Et de l'autre côté, donc, c'est des initiatives que nous sommes en train de lancer pour faire du skilling de masse, du skilling, ce qu'on appelle du skilling at scale, at country level, donc pour réfléchir au niveau nation et construire les capacités ou les compétences au niveau de la nation. Super. Simonier, un petit commentaire aussi. Oui, CIFED a bien résumé un peu son expérience cloud et voilà, c'est un cloud, ça se vit. Je suis très content d'entendre CIFED de relayer cette expérience de 8-9 ans, donc depuis que vous avez commencé. Donc c'est ce qu'on appelle c'est un voyage vers le cloud. Ça se planifie. Les difficultés dont il a parlé, ça encore. Je vais insister encore sur la souveraineté. Une des réponses à ça, c'est que je prêche pour un cloud en partenariat
avec des opérateurs, avec des locaux. Donc la compétence, elle est chez l'opérateur, la compétence, elle est chez le cloud provider au niveau régional. Et donc la difficulté qu'on verra aussi, et ce que Salma disait en conclusion de son intervention maintenant, c'est le talent. C'est vraiment ça le challenge qu'on aura par la suite. C'est-à-dire qu'une montée de compétences, tout à l'heure on a parlé de challenge opérationnel, mais l'IT, le cloud, l'AI, toutes ces technologies émergentes qui deviennent maintenant le cœur du business vont exiger des ressources au niveau des entreprises. Donc il faut accompagner cette migration, cet usage du cloud avec des compétences au sein de l'entreprise, mais aussi au sein de l'écosystème qui opère autour. Donc nous, on prêche chez Huawei, par exemple, à bâtir des clouds en partenariat dans les pays, avec des ressources dans le pays, au Maroc, avec le Maroc. Ça, c'est un point. Je vais juste partager un retour d'expérience que nous avons fait aux Émirats Arabes Unis. Ce week-end démarre un des plus grands salons dans la région, le GITEX. On part avec une délégation. Je pense que l'OSIM y participera aussi. Et les Émirats Arabes Unis ont eu une stratégie complètement différente. Même en développant le cloud public avec les grands joueurs, ils ont, pour le cloud souverain, choisi une entité avec des investissements énormes, qui dépassent quelques milliards de dollars pour développer leur propre cloud souverain, avec un écosystème de compétences, écosystème de partenaires, une résilience, une protection des données pour rester, parce qu'ils voient et ils ont un objectif 2031 de devenir le numéro 1 mondial de l'intelligence artificielle, avec une protection à la militaire de leurs données au sein de leurs frontières. Et ça, c'est extrêmement important. C'est pour cela que encore une fois, les challenges qu'on peut avoir dans l'usage du cloud se résoudront mieux en développant un écosystème de partenaires local, souverain, et qui peut aussi rayonner sur la région. Merci Mouniel. Si Wassim, toujours sur ces difficultés, maintenant on parle de souveraineté, et j'aimerais bien aussi t'écouter là-dessus. Donc répondre aux difficultés et comment accompagner un peu Donc, merci Fed d'avoir vraiment posé cette question importante et concrète. Et si je peux me permettre, il n'y a personne qui a parlé des prix, du coup ça va être toi. Non, monsieur Bouchard, on est là pour ça. Non, alors, sérieusement, effectivement, dans le feedback de clients très très proche de nous, il y avait cette question d'accompagnement. Alors, nous, on n'est pas sur un modèle de coût qui est très élastique, donc on n'a pas de bill shock, on va dire, par rapport à une explosion de facturation de ressources. On n'est pas sur ce modèle-là encore. Mais on a d'autres demandes très pressantes sur de l'accompagnement. D'abord, pour prêcher les objectifs en interne. Donc, quand on travaille avec des grands comptes, disons qu'il y a du conseil avec nos interlocuteurs directs, qu'ils soient BU ou DSI, pour qu'il y ait un alignement en interne chez le client sur les objectifs recherchés. Et c'est là où c'est très important que le focus ne soit pas uniquement sur le coût, mais soit vraiment sur les deux étages du PNL et sur la partie agilité de manière très concrète. Et là, il y a un travail que nous faisons, mais que nous faisons aussi souvent avec des partenaires qui connaissent les métiers de nos clients. Donc la deuxième demande, effectivement, c'est de l'accompagnement pendant la phase technologique du Move to Cloud, donc toute la partie, soit migration s'il s'agit d'une production existante ou intégration avec l'existant. Et là encore, c'est des projets qui sont significatifs, qui sont avec une ambition importante, mais une charge de travail importante, et donc il convient de sensibiliser, d'être très transparent avec nous-mêmes et avec nos interlocuteurs, nos partenaires et nos clients pour vraiment se préparer à de tels projets. Et puis, il y a effectivement la partie compétences, où la question qui se pose, si on veut la simplifier au maximum, c'est la suivante. Si j'externalise, il faut que ce soit du full managed. Or, on n'est jamais vraiment dans une décision de full managed, ou alors dans de rares exceptions,
où vraiment il y a un virage stratégique important du client. Mais généralement, on continue quand même, le client garde la main, garde une responsabilité sur cette infrastructure, même s'il est virtualisé, même s'il est orchestré, même s'il est automatisé. Et donc, il lui reste ce gap en termes de formation, et surtout si c'est lui qui développe ses propres services. Donc, c'est effectivement, ce sont des difficultés que nous avons eues et des feedbacks que nous avons eues de clients grands comptes très, très proches. Maintenant, sur l'aspect prix, donc je disais, nous, notre expérience, elle n'est pas vraiment du même ordre que ce qu'on peut trouver sur un des majors, on va dire, du cloud public, parce que le mode de facturation que nous proposons aujourd'hui n'est pas un mode élastique vraiment à l'usage, on va dire, infinitésimal. On est plutôt sur des choses que les clients peuvent observer par montée de palier. Ils décident de ces montées de palier. Donc on n'a pas eu, mais effectivement, je partage aussi ce que Salima a évoqué comme piste possible de solutions et d'accompagnement aux clients. Voilà. Clairement. Si Salima, tu voulais peut-être... Non, c'est bon. Je t'ai vu tout à l'heure, mais... Non, c'est bon. Ok, du coup, je te reviens, Fad, rapidement. On a parlé de Move to Cloud et d'accompagnement pour aller vers le cloud, mais tu m'as parlé de Move out of the cloud. Oui, effectivement. Des fois, en fait, le Move to Cloud est très simple. Comparé au Move out of the cloud ou from the cloud, où des fois on a besoin d'un service qui est sur le cloud public et pour une raison business, on se retrouve à devoir le mettre en premise. Là, c'est une usine à gaz. Donc il y a cette partie qui nécessite d'être un peu plus facilitée, on va dire, pour les clients. Comme c'est facile de partir, il faudrait que ça soit le cas dans le sens inverse. Et ça, je prends l'exemple basique de VM qu'on doit rapatrier. C'est pas du tout un mode simple comme beaucoup d'ingénieurs peuvent le penser, mais ça prend vraiment beaucoup de temps et d'efforts. Donc il y avait ce point où c'est le seul, au fait, c'est vraiment le move from cloud. Pour moi, c'est qu'un besoin client. À date, ou réglementation. Si demain on se retrouve à être avec une règle qui dit que 100% de telles données doivent être sur un cloud souverain ou en premise, alors que nous on est en public, c'est sûr qu'on est obligé de le faire pour respecter la loi. Mais pour des raisons technologiques, je ne vois pas vraiment de besoin, sauf s'il y a un souci de coût, où là vraiment ça devient... Là on est, comme je vous ai dit, on est une grosse entreprise, mais il y a certaines entreprises qui ne peuvent pas supporter ce genre de coût. Et là où ils peuvent prendre une décision de revenir sur le mode capexisé d'avant, et donc c'est justifiable. Donc voilà, il y a juste ce point qu'il faudrait peut-être clarifier. Il y a un autre point que je ne suis pas peut-être le bon modèle de client qui travaille au Maroc, parce qu'on a la chance au Maroc d'avoir le shared services du groupe. Donc on produit des services pour le monde entier, chez Webel bien sûr. Et donc quand je parlais de besoin de formation, c'était vraiment pour pouvoir accompagner ça. Donc le fait d'avoir ça au Maroc, ça serait parfait, mais on aura besoin de s'assurer d'avoir un alignement sur l'ensemble des pays où on produit. Donc je voulais juste préciser ça. Ok, je sais que vous allez réagir parce que j'aimerais bien, est-ce que, tout en réagissant sur le move out of the cloud, est-ce que dans le move to cloud, on doit penser move out of cloud? Donc allez-y, je vous laisse vraiment réagir. Mounir, vas-y, ou Salima, effectivement. Oui, ben, ça me rappelle la chanson des Eagles, Hotel California. You can never check out. Non, mais le cloud a maturé. Le cloud a vraiment maturé. Ça, il y a quelques années, on disait, oui, effectivement, c'est le move to the cloud, c'est vraiment check-in to Hotel California et tu ne peux plus faire ton check-out. Non, il y a eu une standardisation maintenant, il y a de l'interopérabilité, il y a des protocoles qui sont testés entre cloud, d'où la nécessité d'avoir une vision hybride. Le futur du cloud, il est vraiment hybride. Ça a été démontré. Et le mouvement cloud privé-public est facilité. Il est même testé maintenant. Il y a des procédures de test de cloud check-in, check-out, check-in, check-out. Et on fait les mouvements entre le cloud privé et le cloud public.
Donc il faut l'exiger, il faut le discuter avec les partenaires. Je serais ravi d'avoir ce genre de discussion et de workshop avec les équipes WebHelp. Mais effectivement, le cloud a maturé dans ce sens. Mais c'est effectivement des contraintes que les DSI doivent avoir dans leur discussion de la transformation digitale, surtout l'usage du cloud dans la transformation digitale. Donc ça c'est un point important. Madame Salima ? Oui, alors juste pour continuer sur ce que disait à l'instant Mounir, donc effectivement au début l'expérience était plus compliquée pour les clients parce qu'il y avait même la notion de move out of the cloud, mais pour aller dans un autre cloud n'était pas réglementée. Donc, et depuis, la réglementation entre les cloud providers est très stricte et très bien détaillée pour permettre ce move out of the cloud, même pour un client qui va décider aujourd'hui, qui héberge chez Google, Amazon, qui va devenir un client de Microsoft ou de Huawei, etc., ou qui va vouloir faire un move et un retour sur son cloud privé. La principale difficulté est en général et je reviens au sujet de gouvernance, de provisioning des ressources nécessaires pour faire ce move out of the cloud. Donc on peut imaginer, on a un certain niveau de compute, une puissance, etc. Et quand on souhaite sortir son service du cloud, là on se rend compte que le CAPEX est important, que l'infrastructure, que le disaster recovery, donc la sécurisation, il y a beaucoup de coûts cachés ou de services cachés que l'on ne voit pas dans le cloud. Et à moins de bien les gérer dans un framework de gouvernance, la sortie du cloud qui paraît être une opération facile, je sors une VM, je sors une VM, je dois mettre d'une sécurité, un disaster recovery, un certain niveau d'analytics, etc. Si voici peut-être un commentaire sur le sujet. Oui, très rapidement, effectivement, ça fait partie, ce framework fait partie de ce que j'appelais aussi la transparence en termes d'approche quand on veut faire le in the cloud. Donc effectivement, on explique aux clients à la fois la complexité de la phase, ou en tout cas la durée de la phase et comment elle devrait être traitée. Souvent, nos clients, effectivement, nous exigent de faire des tests de réversibilité. On l'a eu, donc exigez-le. Et puis, je pense aussi que l'évolution même technologique va faciliter, on va dire, ce que nous avons vécu, nous, dans les télécoms, qui est la portabilité. Ça va faciliter cette portabilité des applicatifs. Super, j'aime bien l'idée de la portabilité des télécoms, parce que ça me parle. Faites peut-être un petit commentaire là-dessus. C'est cool. Parfait, oui, c'est parfait. Si on arrive Okay. Alors ça, donc déjà, ça veut dire c'est dernièrement que ça a été fait, mais peut-être que j'ai eu une expérience un peu pas très récente. Mais vous êtes au fil de l'actualité, donc je partage peut-être une expérience qui date de quelques mois, années. Mais intéressé de connaître le détail, si on peut aider, il n'y a pas de souci. Tu auras un colloque d'accompagnement possible. Colloque, consortium. Non, super. J'aimerais bien maintenant qu'on se concentre encore plus sur le Maroc, parce que là on parle, effectivement, il y a beaucoup d'ambition, j'entends souveraineté. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui, parce que tout le monde parle de souveraineté, tout le monde, par rapport à ce que vous avez raconté en termes d'avantages, c'est communément admis. Est-ce qu'aujourd'hui, on a vu quelques chiffres, les chiffres de Wassim étaient quand même, il y avait du 90%, 60% des clients, ils ont l'air pas mal. N'empêche que, lorsqu'on parle à tout DSI au Maroc, le cloud, il a peur. Ils sont un peu dans les parano, il y en a encore. Est-ce qu'il y a des freins aujourd'hui de développement au Maroc? Restant au Maroc, est-ce qu'il y a des freins? Et là, j'aimerais bien qu'on fasse des appels à tous ceux qui peuvent faire quelque chose pour que ça change. Vas-y, Salima. J'ai envie de discerner deux types de freins et faire le lien avec ce que tu disais dans ton intro, très bien écrite d'ailleurs. On s'est beaucoup timifié, zoomifié pendant la crise, et la crise sanitaire est venue accentuer l'adoption du cloud et accentuer aussi cette appréhension du cloud. Donc pour moi, il y a d'abord un frein interne qui est plus lié à une culture d'entreprise, à une appréhension d'un DSI ou d'un décideur d'une entreprise de perdre la maîtrise, donc la souveraineté de ses données, d'avoir des risques sur la sécurité de ces données et de perdre en importance pour une DSI, de se retrouver privé de ce qui faisait sa grandeur, etc. Et donc c'est vraiment ce changement de culture sur lequel une entreprise devrait travailler
pour supprimer ce frein interne. Parce que l'adoption du cloud est un fait et quelque chose qui va devenir de plus en plus un prérequis au développement sous toutes ses formes, privées, hybrides, publiques, etc., selon le type de l'entreprise. Mais il faut d'abord travailler sur ce frein interne. Le frein externe, pour moi, principalement au Maroc, c'est cette perception de la réglementation comme un frein. Or, si on prend la réglementation locale, elle dit clairement que ce qui est interdit en usage sur un cloud public, ce sont les données qui vont toucher à la sécurité nationale. Donc la vraie question à se poser là, encore, elle est interne. Elle est interne dans le sens où, moi, en tant que décideur dans mon entreprise, est-ce que je connais ma donnée pour pouvoir dire où réside, ou plutôt quelle est la portion qui est réellement sensible pour dire que celle-ci va résider dans mes murs ou dans un cloud privé, dans un cloud souverain, etc. Et quelle est la donnée qui peut aller transiter rapidement et tranquillement, j'ai envie de dire, sur un cloud hybride ou public et profiter de la puissance de cette IA et IC dont on a parlé tout à l'heure. Très bien. Simoniel ? Plusieurs freins. Plusieurs freins. Déjà, les réseaux. D'accord ? Donc, les réseaux, il faut absolument le cloud, l'intelligence artificielle, toutes les technologies émergentes. La latence, c'est au cœur de ce débat. Donc, le cloud avec des grandes latences, donc, ça ne sert à rien. Donc, déjà, le développement des réseaux, absolument. Qu'on accompagne l'usage du cloud et le déploiement du cloud, d'accord, avec la 5G, avec le développement de nos réseaux, de la fibre optique, et qu'on puisse minimiser au moins les zones blanches sur notre royaume. Ça, c'est extrêmement important. Le deuxième point, comme frein, et là, je vais rester optimiste avec Monsieur le Président tout à l'heure, le mot d'ouverture. Il parlait d'un optimisme. C'est la première fois que nous avons un ministère dédié au numérique, donc au digital et au numérique, et donc on est très très optimiste. Donc, par essence, le cloud et l'usage du cloud, c'est budgétivore. Je l'ai dit tout à l'heure. Donc il faudrait qu'il y ait une volonté gouvernementale à développer et investir massivement dans ça. On ne peut pas être juste un régulateur et laisser le secteur privé développer. Il faut qu'il y ait des initiatives parce que le digital et le numérique, c'est l'économie d'aujourd'hui, ce n'est pas l'économie de demain, c'est l'économie d'aujourd'hui. Et donc il faut qu'on soit, en tant que gouvernement, partie prenante de ces enjeux et de ces investissements, et qu'on prenne la locomotive du digital en Afrique. Je suis très ambitieux en tant que Marocain, et là j'enlève ma casquette Hawaii. Je veux que le Maroc soit la locomotive du numérique, du digital sur l'Afrique, et donc ça s'accompagne avec des investissements massifs. Donc ça aussi c'est un frein. Le troisième frein, et la parenthèse de tout à l'heure sur ces investissements, on peut les mutualiser pour une régionalisation. J'insiste. On peut jouer. Aujourd'hui, on a des statistiques. On voit l'usage du cloud en Irlande et en Europe. Okay? On voit que les pays de l'Afrique de l'Ouest utilisent énormément des data centers en Europe. On a des partenariats politiques très très forts avec l'Afrique. On peut être un cloud friendly pour ces pays-là. Donc ces investissements peuvent être mutualisés dans une politique régionale. Ça c'est important et qui permet de mettre le Maroc sur l'échiquier du digital en Afrique. Le dernier point, c'est les talents, c'est les ressources. Il faut absolument que nos opérateurs, que vous, l'OSIM, que nous, ces associations, ces entreprises prennent leur rôle à former et à ramener
l'expertise, la connaissance au niveau des écoles, au niveau des universités, qu'on puisse être une force participative de formation des talents marocains pour le digital, pour accompagner cette expansion économique basée autour du digital. Donc ça, c'est parmi des freins, mais il faut les transformer en opportunités pour un Maroc digital fort. Merci beaucoup, Si Wassim. Si Mounir. Si Wassim. On a parlé de réseau et de latence. Alors, c'est facile. Non, mais d'abord, sur la partie frein, je rejoins ce qui a été dit. J'ajouterais peut-être un autre frein qu'on rencontre. C'est vraiment le cloud, le cloud bashing, c'est-à-dire on se répète entre nous que le mouvement vers le cloud est difficile, dangereux, coûteux éventuellement, divergent en termes de coûts, etc. On se fixe peut-être des objectifs qui ne sont pas vraiment fine-tuned, mais je pense qu'en travaillant là encore sur ces objectifs-là et en abordant la question de manière concrète, on voit très bien, j'ai commencé tout à l'heure la présentation par ma surprise en commençant notre surprise, en tout cas toute l'équipe, en commençant sur l'adressage du marché du cloud au Maroc. Tous les clients qu'on a rencontrés étaient à une phase dans leur journée qui dépassait largement ce que nous attendions. Et effectivement, ils n'étaient pas sur du cloud souverain, ils étaient sur d'autres types de cloud, du privé, mais aussi sur d'autres types, effectivement. Et donc aujourd'hui, un autre frein que nous rencontrons, c'est qu'ils veulent aller vite, les clients. Ils veulent vraiment avoir et la souveraineté et vraiment une bonne gouvernance de la donnée, la sécurisation aussi de cette donnée-là, mais la richesse des fonctionnalités. Donc voilà, pour bénéficier de toute l'agilité que va donner le cloud. Donc ça, c'est aussi un frein. On va pas se le cacher, c'est un frein. Il faut qu'on puisse répondre localement avec des propositions de cloud souverain à une demande aussi qui va vers l'agilité. Pas uniquement de localisation, on va dire, de données, mais de fonctionnalité. Donc voilà un peu les différents freins. Maintenant, sur la partie connectivité, oui. Un des exemples que j'ai cité avait commencé par utiliser la bande passante mutualisée. Nous, on propose en tout cas en nœud central une bande passante d'1 gigabit par seconde sur les clouds. Donc ça, c'est mutualisé, c'est inclus. Le client ne paie pas pour bénéficier de manière mutualisée de cette bande passante. Maintenant, la majorité des clients que nous accompagnons ont demandé une bande passante dédiée. C'est pour justement, et des fois, non pas au niveau 3, mais au niveau 2. Donc pour bénéficier vraiment d'une latence qui puisse respecter les exigences de leur workload. Après, quand on a des clients effectivement qui hébergent au Maroc ou qui hébergent ailleurs et qui ont des présences dans d'autres régions, le raccordement national avec la bande passante internationale est quelque chose qui se développe, qui se développe par les différents opérateurs nationaux. Merci. Sifad, peut-être tout à l'heure on a entendu, Madame Salima, elle a parlé de freins externes, la perception de la réglementation, donc comme un frein. On parle de sécurité nationale, moi je ne pensais pas que c'était sécurité nationale, donc tout le monde, dès que le dit il faut que ça reste au Maroc, réglementation, il dit que ça rentre au Maroc, et on parle peut-être d'une adresse de quelqu'un, donc ce n'est pas la sécurité nationale, l'adresse d'une entreprise, ce n'est pas la sécurité nationale. Peut-être, est-ce que tu peux nous donner quelques éléments sur cette partie de réglementation? Est-ce que tu as rencontré, autant qu'utilisateur de cloud, des freins par rapport à cette réglementation, ou ta perception par rapport à la réglementation ici au Maroc? L'expérience que j'ai eue, c'est surtout qu'on n'a pas réussi à avoir des appels d'offres parce qu'on n'avait pas la possibilité de garantir cette sauvegarde de données en local sur le pays. Donc c'est plus mon expérience. Après, comme vous le savez, on a comme j'ai dit, des clouds on-premises, donc là, il n'y a pas de sujet. C'est surtout ça, et c'est pour ça que j'ai dit que j'étais content qu'il y avait maintenant un cloud souverain, et que ça nous permettrait d'adresser. Donc là, pour la partie réglementation, pour le moment, on n'y est pas encore, on va dire, vraiment expérimenté par rapport à ce point, mais on a vécu ça sur d'autres pays, mais en Europe, c'est un peu plus flexible, alors que là, au Maroc, le Maroc ne fait pas partie d'une union arabe ou maghrébine, donc on est vraiment limité au pays en local. Je voulais revenir sur la partie de frein. Et par contre, de mon expérience, je ne serais pas d'accord avec vous sur un point, même si c'est vous les maîtres de la connectivité, mais j'ai monté plus de 25 sites en Afrique, juste en Afrique, parce que je travaille chez eux depuis 2005. Et je peux vous assurer qu'au Maroc, on est de loin les meilleurs en termes de stabilité, de redondance.
Donc le fait de dire qu'au Maroc on n'est pas encore prêt, moi je trouve qu'on est largement prêt à faire ce pas, on va dire stable vers le cloud. Bien sûr ça continue à s'améliorer, mais quand je compare ce qu'on vivait il y a quelques années en termes de coupure, de redondance qui ne fonctionnait pas, et les deux liens qui tombaient en même temps, ou là on a de la fibre optique du 100 mégas, du 200 mégas, quand je dis les prix à nos collègues non marocains, bah, ils sont jaloux. Donc sur cette partie, je suis plus optimiste, mais vous bien sûr, comme je vous ai dit, vous êtes le maître de cette situation, donc vous avez une cible que vous voulez atteindre, mais pour moi, je pense qu'on est déjà là. Pour les freins, pour moi, le premier frein, c'est un frein psychologique. Parce que, comme vous savez, maintenant, on est dans un monde connecté, et je pense qu'il y a beaucoup de paranoïaques qui ont entendu parler de l'expérience OVH en 2018, par exemple, et où un data center brûle et il n'y a plus rien pendant plusieurs jours. Et ça, c'est le cauchemar d'un DSI. Il ne va pas dormir pendant 2-3 jours. Et même après, pour les réflexes et pour réassurer, ainsi de suite. Donc, il y a cette partie où on aura besoin, pour, on va dire, débloquer ce frein psychologique, de montrer de manière transparente qu'il y a des tests d'arrêt d'un data center et de montrer qu'il n'y a pas eu d'impact. Par exemple, le lendemain matin, je me réveille, je lis dans le journal que hier, tel opérateur a arrêté 100% son data center primaire et personne n'a senti rien. Donc ça permettrait de débloquer ce genre de frein psychologique. Le deuxième frein pour moi, je ne sais pas si c'est un manque de communication ou de visibilité, mais la majorité des DSI, quand je leur parle des offres cloud au Maroc, ils ne savent pas. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne sais pas. Ils n'ont pas de visibilité sur les offres auxquelles ils peuvent souscrire. Donc voilà, donc je pense qu'il va falloir mettre un peu l'accent sur la partie marketing pour embarquer ce genre de personnes, de DSI qui sont en attente d'informations, qui sont soif de migrer. Ils ont juste besoin d'être rassurés, d'avoir la matière pour aller défendre auprès des décideurs. En termes de freins, donc c'est la partie ressources, parce que le Maroc est connu pour être, on va dire, un centre de formation mondial. Dès qu'il y a un profil qui se distingue, boum, c'est un visa vers la France, vers n'importe quel autre pays, mais c'est rare de garder nos profils au Maroc. Donc il y a aussi ça, il faudrait qu'on puisse fidéliser ces compétences et pour les garder. Donc comme disait Simoniel, le fait d'investir sur des écoles et donc d'avoir une grosse population qui maîtrise ce genre de technologie permettra de couvrir ce manque de migration internationale. Super, merci beaucoup. J'ai beaucoup apprécié ce tour de table parce que vous avez transformé les freins en opportunités. Et du coup, vous êtes vraiment complètement sur le nouveau mindset disruptif qu'a évoqué tout à l'heure Si Mohamed. Donc, merci beaucoup pour cet échange. J'aimerais finir avec la dernière question, c'est celle qui arrive. Rêvons ensemble, toujours dans l'ambition. Et j'ai envie de dire quelles sont les tendances aujourd'hui, que ce soit dans le cloud ou encore plus, j'ai envie de donner encore plus envie. Quelles sont les dernières tendances dans le cloud qu'on retrouve dans le monde, mais qu'un Marocain aujourd'hui peut demander? On parle edge computing, on parle de technologie on demand, donc il y a pas mal de choses. J'aimerais bien une tendance par panéliste, ça serait bien. Salima, tu peux commencer. Est-ce que je peux en donner deux rapidement? Tu peux y aller. J'allais en donner une et tu as parlé de technologie on demand. Oui, la technologie on demand fait partie des tendances qui vont répondre aux besoins de data cost optimization, donc le besoin de contenir le coût de la donnée, et aussi aux besoins de la réglementation. Donc de se conformer à la protection des données personnelles et la protection de sécurité des systèmes d'information avec des technologies, juste un seul exemple, ce qu'on appelle les serverless services, donc des services qui vont être hébergés sur le cloud, qui ne vont pas créer ou stocker de la donnée, qui vont juste pointer sur une donnée, en extraire l'intelligence. Cette donnée va créer un trigger, créer un événement qui lui va aller générer ou modifier un KPI dans une application sur le cloud et générer une décision business. Donc sans besoin de dupliquer encore plus de données ou d'en créer plus. Et parmi les grands cas d'usage qu'on a sur le serverless, c'est principalement l'industrie 4.0, le besoin de gérer de la data en temps réel, donc toutes les données qui vont remonter des IoT par exemple, et qui n'ont pas de valeur en soi, mis à part l'événement qu'elles créent. Et donc on n'a pas besoin de les stocker.
Je ferme cette parenthèse. Tu voulais rêver un peu. Je voulais parler de la tendance principale où on dit que pour la décennie à venir, on ne va plus parler de transformation digitale. La transformation digitale est un fait, est un prérequis. C'est quelque chose qui va faire partie de notre passé et plutôt du landscape de toutes les entreprises. On va parler de tech intensity. Alors la tech intensity, si on veut la définir facilement, c'est la vélocité ou le taux d'adoption de la technologie par une entreprise, accompagné par son aptitude à construire de la capacité digitale, donc une identité digitale. Et ce changement de paradigme s'opère avec 4 shifts principaux. Le cloud n'est plus une tendance, le cloud is by default. Donc le cloud est un prérequis. Une entreprise, et tout à l'heure, ça on en a parlé donc dans le NMD, donc si on veut être disruptive, on doit avoir le cloud comme prérequis pour profiter de la puissance de tout ce qu'on a expliqué tout à l'heure avec notre cher panel. La dominance de l'IA, donc le deuxième principal shift, est la dominance de l'IA et de l'IC. Une entreprise qui se veut, on ne parlera plus de data-driven company, mais on parle d'entreprise apprenante, intelligente, qui va profiter de la puissance de l'IA et de la puissance de cette intelligence collective. Et ça ne peut arriver qu'en habilitant la collaboration, typiquement, qu'en supprimant les frontières qui vont exister entre la technologie et l'humain. Donc un IoT peut alimenter l'intelligence collective, tout comme un collaborateur, un partenaire de l'écosystème de l'entreprise, un de ses clients, etc. Et c'est embrasser tout cet écosystème-là qui va venir doper ou faire de la dominance de l'IA et de l'IC. Troisième point, c'est intégrer le fait que le fast get faster. Donc tout ce qui est vrai aujourd'hui sera faux demain. Un projet qui va durer 12 mois avant sa mise en production, s'il n'est pas construit de manière évolutive, agile, intelligent dès sa genèse, il sera obsolète à sa naissance. Et la dernière, et à chaque fois j'y reviens parce que c'est très important, c'est la transformation du rôle de l'IT et la transformation du rôle de l'humain, donc de tous les collaborateurs et pas que l'IT. Mais je préfère me concentrer sur l'IT parce que nous sommes à l'OSIM, où l'équipe IT ne sera plus une fonction support, ou n'est plus une fonction support, mais devient le cœur battant d'une entreprise qui va venir proposer des initiatives, qui fera partie intégrante de toutes les équipes métiers et qui aura pour rôle majeur de maîtriser la donnée, de la comprendre sa connexion aux besoins métiers, la classifier et aller chercher dans cette communauté intelligente comment répondre aux besoins de son entreprise. Merci beaucoup, Salima. Est-ce que je t'ai fait rêver? Ah non, je rêve. Je rêve et je pense que tu as même fait rêver des auditeurs. Je reçois des messages. Donc merci beaucoup pour ces rêves. Simoniel, on poursuit le rêve. Oui, mais avant de rêver, je vais un petit cauchemar. On a fini les cauchemars, Simon. Un petit cauchemar. Allez-y. Mais fidèle à moi-même. Donc un petit cauchemar. Une entreprise qui vient et qui vous dit outsourcez votre informatique chez moi et je vous coupe votre budget informatique par 20-25%. Waouh, fonçant. On migre. Après, j'ai les données de cette entreprise. Je viens et je dis, je m'assois plus avec le directeur informatique, ni le directeur financier. Je m'assois avec le directeur général, le CEO. Et je lui dis, et si je vous dis quel produit vous lancez, à qui vous le vendez, et je vous augmente votre rentabilité par 18%. Alléluia. Je signe. Je donne les données. J'ai optimisé les coûts, j'ai donné les données. Après, je dis, I run your business. Je gère. C'est un cauchemar, hein, c'est un cauchemar. Loin de la réalité. Je gère votre business. Je gère votre business. Je choisis les produits.
je choisis le lancement, je choisis les prix, je choisis la stratégie de la compagnie. On est devenu associé. Clairement. Il va faire partie du board et décider quelle est la stratégie de cette compagnie. C'est un cauchemar. Hein? C'est pas le rêve. On va finir par un rêve. Comment? J'ai pas d'exemple. J'ai pas d'exemple. Mais je dis encore une fois, d'accord? Tout ça, c'est faisable dans un contexte qu'il faut. Voilà. Quel est l'avenir? Il faut imaginer l'avenir dans les deux. C'est encore le héros, c'est encore le parano, c'est encore. Donc, mais trouvons tous les scénarios d'usage. Maintenant, si on veut rêver, je rêve. Le cloud, il n'y a plus de débat. On l'a tous dit. C'est le moyen de distribution, comme l'a été Internet pour le business. Le cloud, c'est le moyen de distribution du digital. Il n'y a plus de débat. Quel est le rêve? C'est que les cloud on the edge, cloud computing, IoT, l'AI. Aujourd'hui, les voitures autonomous driving cars ne peuvent pas se permettre des latences très hautes. Parce que sinon, on aura plein d'accidents à Casablanca ou ailleurs. Donc, on ne va pas remonter sur des clouds centrales, on va remonter sur des clouds au niveau du edge qui vont être redistribués. Donc, le data center et le cloud, c'est juste comment on va le faire. Mais on doit le faire, on n'a pas le choix. Donc, pour moi, les emerging technologies, c'est qu'il faut qu'on accélère l'adoption du cloud, qu'on accélère la construction de ces clouds, qu'on aide au niveau gouvernemental des zones numériques, comme ce qu'on a fait pour l'offshoring, comme ce qu'on a fait pour les industries, qu'on accélère cette construction de fermes digitales pour faire arriver le digital et le cloud au niveau des villes, au niveau des quartiers. Aujourd'hui, il y a un nouveau modèle de business qui se développe dans les pays développés, même en Europe. Aujourd'hui, on voit investir dans des quartiers, dans des zones, des petits data centers de quartiers et de villes, et que les opérateurs vont louer de l'espace chez ça peut être un promoteur immobilier, mais il faudrait qu'on accélère la réglementation, la facilitation de déploiement de ce edge computing, cloud edge, pour un meilleur usage du digital et du numérique à travers le cloud. Il n'y a plus de débat, la distribution du digital et du numérique se fera via le cloud. Super, merci Manuel. Si Wassim, Cloud Edge, dis-moi qu'il y a un projet en cours. Edge? Le Edge Cloud. Oui, on fait que ça en fait. En fait, je vais d'abord revenir au vœu de tout à l'heure des Simoniel. Effectivement, je pense qu'on peut se permettre un rêve plutôt très réaliste, qui est de porter depuis le Maroc une proposition qui adresse à la fois la croissance que nous attendons soutenue dans la durée avec le nouveau modèle de développement, mais aussi qui adresse la région. Je pense que ce rêve, on peut se le permettre parce qu'on a les ingrédients. On a effectivement des entreprises qui veulent continuer de développer des technologies ici, et parmi eux le cloud souverain, mais c'est un exemple. On a des talents qui sont tellement talentueux qu'ils quittent le Maroc. On a aujourd'hui, avec ces technologies qui sont le cloud, mais toutes les autres, une sorte d'accès aux marchés mondiaux. Donc je pense que comme ce qui a été fait pour l'offshoring, il y a certainement des équations à adresser pour développer vraiment cette plateforme. Il y a aussi une certaine inclusion aussi à chercher au Maroc lui-même. Aujourd'hui, on a parlé, même dans les exemples que j'ai cités,
On a été peut-être... il faut peut-être que le cloud soit aussi porteur d'un développement de la petite et moyenne entreprise au Maroc. Et c'est quelque chose, je pense qu'on a pareil tous les ingrédients pour maintenant que l'écosystème se développe ou s'est développé à l'école des grandes move to the cloud, des grandes entreprises. Je pense que c'est le moment aussi de ne pas laisser forcément les PME consommer sans choix. Il faut leur donner le choix aussi entre les différents clouds. Voilà ce que je pourrais dire concernant la partie REM. Maintenant, sur la partie Edge Cloud, nous pensons, en tout cas nous, on a commencé déjà par 2 technologies et 2 plateformes. Donc on a 2 régions dès le début, dès fin 2018, on avait 2 régions au Maroc. Nous avons une roadmap de construction de data centers de différentes tailles et justement dans la philosophie Edge, peut-être pas les quartiers, mais en tout cas dans les différentes régions. Voilà, 2021 on en aura intégré 2 autres et puis 2022 2 autres sont dans la roadmap. Il n'est pas encore dit qu'elles vont héberger forcément des plateformes cloud, mais c'est quelque chose effectivement qui peut être facilement déployé et accompagner la demande au plus près. Et puis avec la 5G, je pense que c'est quelque chose qui va à la fois pour les besoins des opérateurs et puis après pour leurs clients, va devenir à la fois une nécessité et d'une simplicité en termes d'implémentation. Super, merci beaucoup. Sifed, j'ai envie de te dire, tu es tout oui pour ces tendances. Qu'est-ce que tu en penses ? Si tu veux que je rêve. Voilà. Déjà, je rappelle qu'on a tous là un data center d'il y a quelques décennies dans nos mains. Donc, dans quelques années, nos data centers d'aujourd'hui, ça va peut-être être dans nos poches. Pour moi, si je veux rêver, c'est avoir une décentralisation complète pour être résilient vraiment de manière parfaite. D'être sur de la blockchain de 3e génération ou peut-être de 4e génération. D'avoir, comme disait Simonière, une voiture n'a pas besoin ne peut pas supporter de la latence, sinon je ne vais pas être déjà moi et le peuple ne sera pas en sécurité. Donc il faudra qu'on puisse penser, comme dit, de quartier, peut-être même de rue, et même plus que ça. Donc l'idée de décentraliser est pour moi primordiale pour pouvoir vraiment accompagner la vision, on va dire, high-tech du futur. Là maintenant, on parle avec les gens, tout le monde sait créer une boîte mail sur Gmail, alors qu'il y a quelques années, c'était pour le geek qui pouvait faire ça. Donc dans quelques années, moi, si je rêve, c'est que les enfants apprennent le machine learning, le deep learning, qu'ils sachent ce que c'est que le big data, que l'automatisation des tâches, que ce soit un truc basique, même pour aller faire les courses, voilà, tac, tac, je commande, attends. Et c'est pas un logiciel que je vais acheter qui va me gérer mes commandes, mais que moi je le développe, ou mon enfant il développe et je contrôle. Donc voilà, donc si je rêvais, c'est plutôt ça, avec des robots plus intelligents, dans le sens qu'ils peuvent accompagner sur des services basiques, parce que pour le moment quand même, ça marche dans la partie de chat, mais en voix, j'ai vu qu'il y avait une présentation de Google il y a quelques années, mais après ça a disparu de l'horizon, donc je ne sais pas où est-ce qu'ils en sont, mais voilà, donc c'était un peu ça, et du quantum computing dans nos poches. Magnifique. Mais écoutez, on a utilisé le mot rêve, mais en fait, quand je vous entends et je vous écoute, c'est carrément une roadmap qu'on peut carrément tracer pour notre pays. Donc le rêve est accessible, nos auditeurs vont le noter, on est enregistré. C'est clairement les bons ingrédients pour une bonne roadmap pour notre pays, pour lequel dans le futur on va en être fiers, ça c'est sûr. Le débat ou le dialogue s'arrête là. On peut donner un peu l'occasion à nos participants et aussi à nos auditeurs. Je reçois quelques questions en direct, mais à vous, chère audience, et questions. Je t'en prie, vas-y. Bonjour, Rachid Baroui, l'OSIM, aidé ici à Sciences Yazidi. En fait, on vous remercie pour cet excellent panel. Donc, c'est riche. On a beaucoup appris avec vous. Je vais rebondir sur le rêve, mais par contre, ce rêve, Inch'Allah, il peut se réaliser. On a appris beaucoup avec Sifed à l'OSIM, on a beaucoup rêvé. Alhamdoulilah, ça fait presque 4 ans qu'on a réalisé tous nos rêves, presque, alhamdoulilah. Moi, c'est une question et un rêve qui va, Inch'Allah, il va se réaliser. Concernant la transition, l'administration de transition numérique. Si cette transition numérique, on commençait par une transition vers le cloud, c'est-à-dire commencer déjà par mettre sur un cloud souverain tous les SI des administrations, de toutes les administrations, par défaut.
cloud by design, cloud by default, et bien sûr avec des gateways pour circuler, pour faire circuler, pour partager l'information, pour un service, un meilleur service pour notre citoyen, pour le citoyen marocain, dans une vision citizen-centric. Plus des partenariats avec des partenariats publics-privés, avec les entreprises, pour les encourager, avec des incentives, afin de rehausser le niveau des entreprises, la maturité des entreprises, pour adopter aussi le cloud. Ainsi, on aura tout un système d'information national sur le cloud. Et rêvons un petit peu, un service Open Data qui va permettre à toutes les entreprises, à tout le monde, aux startups, même aux enfants DLC MSKI, qui peuvent développer sur la base du Open Data pour encore offrir un service, un meilleur service pour les citoyens, créer de l'emploi et sortir avec peut-être des choses qui vont passer au-delà du rêve. Merci beaucoup. C'est un beau rêve, si je peux réagir. Et c'est quelque chose qui clairement va venir soutenir tout ce qu'on disait tout à l'heure. Et je voudrais highlighter une notion chère à Amine, qui va venir soutenir l'intelligence collective. Parce que quand on imagine que tous les services sont digitalisés et donc il y a un canal de communication direct, il y a d'abord la satisfaction du citoyen, clairement. Et on le libère aussi de ses tâches quotidiennes, mais il y a aussi ce canal de retour d'expérience où le citoyen peut venir alimenter. Donc on a 36 millions ou 36, un peu plus, de personnes qui vont venir alimenter cette intelligence collective. Donc c'est un très très beau rêve. Très beau rêve. Je le fais peut-être une dizaine de fois par jour. De voir l'administration marocaine sortir avec vraiment une loi de mutualiser les besoins informatiques de l'administration marocaine. C'est très important parce que l'accélération de l'usage de cloud viendra, comme je l'ai dit, je le redis, par l'investissement que le gouvernement fera pour un cloud, premièrement à usage de l'administration. Et il faut qu'on optimise nos investissements de l'administration marocaine pour qu'on mutualise les ressources informatiques. Ça va aider à réduire les budgets parce que l'impact économique, il est très clair. En termes de ressources, il est très clair. En termes d'agilité, il est très clair. Et bien sûr, la souveraineté doit être au cœur de cet investissement et de ces usages. C'est un rêve que je fais du matin au soir. Et j'espère que cette fois-ci sera la bonne. Exactement. Une autre question ? Je voulais juste réagir au fait. Ah, pardon, vas-y. Juste que je t'en prie, vas-y. C'est pas un rêve, en fait. C'est un chantier. Il y a c'est pour ça que tout à l'heure j'ai dit le rêve, c'est. On l'a emprunté. Du développement du digital que Sa Majesté le Roi l'INSRO a lancé et travaille sur ça, en fait. Donc, je ne sais pas si l'OSIM s'est mis en contact avec l'Agence de développement du digital, mais je pense que c'est ça. Quelle question. Le champion national du digital. Je voulais juste préciser que je pense que ce n'est pas juste un rêve, c'est vraiment un chantier en cours de construction et j'espère très bientôt pouvoir constater le résultat. Oui, vas-y, c'est Zakaria. Bonjour, Aziz Knina, je suis membre du bureau de l'OSIM et des eaux minérales d'Olmas. Alors, ma question, je vais vous faire revenir sur Terre parmi les difficultés d'adoption du cloud, en plus de ce que vous avez dit. On trouve aussi des difficultés dans les contrats avec les cloud providers. Souvent, c'est des modèles standards. Ce qui change, c'est les contacts et le montant à payer. Voilà, j'aimerais avoir votre commentaire par rapport à ça. Merci.
C'est pour ça qu'il faut avoir le choix. Non, sérieusement, il faut avoir le choix. Je pense qu'il y a un choix par type de client et peut-être même par type d'activité chez le même client. Un cloud local, un cloud souverain aura plutôt cette aptitude à discuter à la fois les aspects contractuels, mais aussi l'aspect de l'accompagnement sur mesure. Qu'un cloud, on va dire hyperscaler, va peut-être pas proposer, il proposera d'autres avantages en termes de features, etc. Donc voilà, il faut vraiment avoir le choix, rien n'est impératif, les choses vont se faire par elles-mêmes. Donc je pense qu'aujourd'hui, avec une proposition de cloud souverain au Maroc, vous avez effectivement le choix, si c'est compatible avec votre roadmap, plutôt d'avoir un interlocuteur local comme Inouï, ou ça dépend vraiment de ce que vous allez porter sur le cloud. Mais c'est des choses effectivement qui sont plus simples quand on a un acteur local que quand on est en traitement full digital avec un hyperscaler. Mais comme j'ai dit, il y a des avantages aussi pour tous. Merci à mon tour de remercier le panel et les intervenants, mais aussi la modération et l'animation de Amine. J'ai une petite confirmation et une question. La première confirmation, c'est à Madame Salima. Effectivement, comme vous l'avez dit, il y a une grande confusion autour des données personnelles et données sensibles. La plupart des gens ne savent pas classifier déjà les données dont ils disposent. Et donc, réponse très simpliste, c'est de dire je ne peux pas sortir vers le cloud, c'est parce que j'ai des données sensibles. Alors qu'on n'a même pas fait l'effort donc justement de classifier cette donnée, qui n'a rien à voir avec les données personnelles, qui sont régies par la loi 0908 et la CNDP, et donc on fait l'amalgame de tout, et in fine, on perd on va dire ce levier de productivité, de développement que d'aller vers le cloud. Cela me tend une perche pour parler donc justement de mes confrères, les DSI, que ça fait une trentaine d'années, ça ne va pas me rajeunir que je suis dans ce domaine, et donc je vois sur les 10 dernières années une vraie évolution du DSI australopithèque et du DSI aujourd'hui, qui est obligé donc justement d'être un acteur de changement. Il y a 2 ou 3 ans de ça, on avait organisé un rendez-vous de l'OSIM DSI Transformator, et donc qui doit être au service de l'entreprise, du développement, de la croissance, du business, plutôt que de mettre à côté de son bureau sa machine qui prendra feu, qui va subir tous les risques possibles et imaginables. Et donc là, on voit une vraie évolution de cette population de DSI qui sont plus vers justement cette recherche de développement et de croissance. L'autre petite intervention, et donc je salue mon ami Simonir. Je crois qu'il faudrait qu'on envoie le lien si elle n'est pas en train de nous écouter, Madame la Ministre, le lien de ce webinaire à Madame la Ministre. Elle a déjà un certain nombre de sujets, de tips et de hints qu'elle peut déjà coucher sur sa feuille de route. Et donc tu as parfaitement raison, l'infrastructure est quelque chose de très important. La latence, et j'en sais quelque chose, Amine en sait quelque chose, parce que il a mené le big projet de refonte de la plateforme du marché des capitaux, et la latence chez nous, elle est extrêmement importante, parce que quand on va mirrorer notre site principal avec notre site backup, j'ai besoin d'une certaine latence de mon infrastructure inférieure à 5 millisecondes, et dans la plupart des fois, les 5 millisecondes ne sont pas assurés par les liens que j'ai entre mes 2 sites. Et donc vous pouvez vous rendre compte de la galère que je subis quand à 3 heures du matin, au démarrage de mes process, il faudrait que mes techniciens se rendent sur le site principal, qu'ils isolent le site backup, parce que j'ai un prérequis obligatoire du démarrage des process de mon site backup qui peuvent entraver le démarrage de mes process de mon site principal. Et donc je suis obligé de couper au milieu, d'isoler à 3 heures du matin et démarrer mon infra principal. Sinon, à 8 heures du matin, les milliards de dirhams ne peuvent pas transiter par la bourse de Casablanca. Donc ça, c'est un point extrêmement important qui est de l'infrastructure. Des zones blanches, on en a encore au Maroc. Contrairement à ce qu'on peut dire, ou à ce que peut dire l'ANRT, je peux le dire là, on a encore des zones blanches au Maroc. Et là,
Dernière question que je poserai à mon ami d'Inouï, c'est la Rossi. Pourquoi aujourd'hui, qu'est-ce qui entrave l'interopérabilité de l'infrastructure entre les opérateurs? Point. Alors, je réagis d'abord par rapport effectivement aux contraintes de latence. Nous avons eu des projets où les 5 millisecondes étaient une contrainte. Et il y a différents moyens d'y répondre. Après, ça dépend aussi de la distance entre le site principal et le site de backup. Maintenant, sur l'aspect universalité de l'accès à la bande passante, de qualité, il y a des programmes qui sont plutôt des programmes orientés, on va dire Internet et bande passante mobile, qui visent plutôt l'inclusion du consommateur particulier, qui sont menés par le régulateur de l'activité télécom. Et qui permettent vraiment d'aller améliorer la couverture en termes de 4G au niveau national. Sur la partie infrastructure fixe, les chantiers sont encore moins développés, on va dire, en termes vraiment de programmes d'accès universel. Donc on a un certain nombre d'initiatives qui visent à mettre en place une concurrence vertueuse, qui sont, vous avez vu certainement dans la presse et les informations des années précédentes. Nous, en tout cas, ce qui a franchement drivé l'amélioration de la capillarité de la fibre chez nous, c'est les grands projets où on a investi avec des clients au-delà même de la durée de leur engagement. Donc on a cru dans la fidélité de nos clients, des clients gouvernementaux, des clients aussi B2B, on va dire privés, qui ont vraiment amélioré de manière significative la capillarité de la fibre de Inouï. Mais ça ne se passe pas sans une prise de risque. Donc il faut que les acteurs investissent, même quand ils signent un contrat de 5 ans, qu'ils investissent pour que cette fibre soit là pour ce client et pour les autres clients, même dans des villes où, voilà, Inouï, nouvel entrant, on n'avait pas forcément à ce moment-là. Donc on l'avait fait. Maintenant, sur la partie interopérabilité, en tout cas de ma compréhension, aujourd'hui, sur un certain nombre de projets, nous étions demandeurs de cette interopérabilité. Nous l'avons réalisé. Si vous parlez vraiment de peering, on l'a réalisé, mais de manière vraiment spécifique pour un certain nombre de projets. Donc ça peut se mettre en place entre les opérateurs. Nos data centers typiquement sont neutres d'un point de vue opérateur. Donc on a systématiquement une, voire souvent 2 fibres optiques de chacun de nos confrères, de nos concurrents sur le site. Et donc, sur certains projets, on a pu être... je ne sais pas si c'est ça le sens de la question en termes d'interopérabilité, si c'est le peering vraiment d'un point de vue IP, mais on a pu sur certains projets... Il y a un cadre également réglementaire qui peut ne pas généraliser, mais on a pu le faire pour des cas où c'était assez clair d'un point de vue réglementaire. Je prends peut-être une question. Ok, je prends une. Vas-y, il y en a 2 là-bas. Oui, alors moi j'aimerais poser, je ne sais pas si c'est une question, en tout cas plusieurs. La première, c'est par rapport pour faire le lien entre la partie infrastructure telco, parce qu'on ne peut pas parler de data center sans parler de télécom. Aujourd'hui, il y a la tendance du SD-WAN. Qu'en est-il aujourd'hui du SD-WAN as a service, déjà? C'est une question que je pose peut-être à Siwassim, mais aussi à Fahda en tant qu'utilisateur. Et la deuxième question, c'est en termes de souveraineté, donc peut-être la question sera peut-être à Salima ou Mounir. C'est aujourd'hui, on a fait des recherches au niveau de l'OSIM sur des use cases, sur la souveraineté du cloud, du data center, et on s'est retrouvé que pour faire cette souveraineté, on est... l'une des best pratiques, c'est de pouvoir avoir une instance gouvernementale par laquelle passent les différentes validations en termes d'achat d'infrastructures, de data center, de cloud ou d'équipements, on va dire de façon globale, parce que ça permet de ne pas dédupliquer un certain nombre d'achats et d'avoir toujours cette régularité en termes de gouvernance qui fait qu'on n'achète que ce qui est important, utile, et on ne fait pas de redondance en termes d'infrastructure. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas, ou est-ce que vous voyez les choses autrement? Voilà. Donc, peut-être sur la première partie. Effectivement, ça ne sert peut-être pas à grand-chose d'assurer une résilience en termes de data center sans assurer l'asservissement en termes de connectivité. Donc c'est pour cela qu'en général, et en particulier pour les 2 data centers que j'ai cités, celui de Rabat Technopolis et Casa Sapino, l'asservissement en termes de raccordement de fibre optique par l'opérateur Inouï en tout cas
c'est souvent de 4 à 6 chemins différents, redondants complètement, puisque c'est nous qui apportons la fibre là-bas, et puis nos confrères aussi ramènent chacun au moins 2 fibres, donc sur 2 chemins différents. Donc en termes de diversité spatiale, tous les opérateurs sont conscients de l'importance de ces nœuds, à la fois parce que pour le cas particulier de Inouï, on y héberge aussi l'infrastructure de certains services de l'opérateur, donc on y accorde aussi cette importance, on va dire, centrale. Et puis nos concurrents, quand ils servent leurs clients qui sont hébergés dans nos data centers, souvent les clients demandent à ce qu'il y ait cette diversité spatiale, peuvent même prendre des opérateurs différents. En termes de résilience de connectivité. En termes de bande passante, pareil, hein, je pense que ce n'est pas au niveau du nœud central que se pose le problème. Au niveau des data centers, il n'y a vraiment pas de limite en termes de bande passante. C'est plutôt le point que vous avez soulevé tout à l'heure. C'est vraiment dans les zones où il y a peut-être peu de capillarité encore en termes de fixe, où il y a encore un effort à faire en termes d'investissement fixe. C'est là où on peut avoir effectivement des problématiques de connectivité. Je ne sais pas si j'ai répondu à la première partie de votre question. Pour la souveraineté, oui. Vas-y. Pour la deuxième partie, je voudrais juste reformuler pour comprendre, pour voir est-ce que j'ai bien compris la question. C'est est-ce qu'il doit y avoir une instance gouvernementale qui va régir le nombre de data centers au Maroc ou le type d'investissement? C'est ça qui est fait? En tout cas, de faire effectivement les validations sur les investissements qui tournent autour du digital et du numérique pour le gouvernement. Pour le gouvernement, donc pour éviter qu'il y ait trop de gouvernement. Donc ça rejoint le premier rêve qu'on a écouté. Donc clairement, oui, le cas d'usage est tellement bénéfique que la réponse la plus simple est oui. Avoir une seule instance qui va venir consolider tous les besoins du gouvernement et pouvoir les consolider, va même aller plus loin que le besoin d'optimisation simple des coûts. Il va aller au besoin d'intégration, donc de supprimer les barrières qui existent entre les différentes administrations, de promouvoir cette collaboration entre les administrations et les citoyens. Donc c'est vraiment quelque chose that makes sense. Je suis en train, j'en ai parlé avec Monsieur le Président, je suis en train de faire un white paper pour ça, le cas d'usage, de mutualiser l'usage de IT dans l'administration avec des recommandations dans ce sens. Ben, effectivement, c'est, comme vient de le dire Salima, ben, c'est au-delà, c'est l'agilité, c'est mutualisation des coûts, des plateformes, interopérabilité des systèmes, c'est beaucoup plus facile, c'est beaucoup plus agile. Voilà, et ça permet aussi de mettre autour de la table l'administration pour discuter des besoins et planifier les besoins IT, les besoins numériques, les besoins digitales de l'administration marocaine. Ça, extrêmement important. Et au-delà de la technicité, c'est l'homme. Il faut qu'on sache pour l'intérêt du royaume, il faudrait qu'on laisse un peu du power. Laisser faire. On a été éduqués, tous, même dans cette salle, et avec l'audience, à avoir un périmètre. Mais si le pays en gagne avec cette mutualisation, qu'on perd un peu du pouvoir, mais qu'on soit plus agile, plus pertinent, plus visionnaire. Ça, pour l'intérêt général. Et c'est ça dont je prêche. C'est le message que je suis en train de discuter. J'en ai discuté avec M. Siad dernièrement. Et c'est la vision de TriCloud. Donc, pour résumer, c'est TriCloud. C'est un cloud sécuritaire, un cloud gouvernemental et un cloud B2B qui peut être commercial. Et d'ailleurs, on n'a pas discuté tout à l'heure de la gouvernance de la donnée. La DGSCI a fait un excellent travail de classification au niveau de la donnée et de l'usage de la donnée.
Donc ce contexte qui vient de sortir, le décret il a été publié, je pense, il y a 2 ou 3 mois, au mois de juillet. C'est un excellent travail, il couvre tout. Donc on a maintenant le framework en termes de gouvernance de la donnée. Mais il faudrait l'infrastructure, il faudrait les investissements nécessaires pour mutualiser tout ça. Super, on prend une dernière question de la salle. Et je rajoute une dernière aussi question En attendant que le micro arrive, juste pour répondre à M. Hicham, par rapport à la partie SD1, nous aussi, parce qu'on n'a pas cette partie d'interopérabilité, WebHelp au Maroc prévoit sur l'année 2022 de mettre en place l'architecture SD1 qui permettra d'être beaucoup plus souple vis-à-vis des différents opérateurs et de stabilité et une on va dire, résilience. Et il est vrai que as a service, ça a beaucoup de sens. Ouais. Donc là, c'est nous, c'est en premise. En premise, SD1 as a service. Hein. Bonjour, Karim Benzidin, consultant et formateur en cloud. Pour rejoindre le contexte plutôt des rêves, ma question c'est plutôt par rapport au cloud. On a beau parler de B2B, mais là j'aimerais bien parler de B2C. Parce que quand on parle de B2B, généralement ça sous-entend les grandes entreprises ou bien les PME. Mais le B2C, ça va ouvrir aussi la porte pour les TPE ou bien les clients normaux, lambda. Et ça va aider beaucoup plus sur l'émergence de beaucoup de projets. D'accord ? Parce que quand on parle de B2C, au moins on aura plus la main sur du fail fast concernant des idées ou bien des applications ou peu importe. Et aussi une sorte de time to market qui va être beaucoup plus intéressante. Parce que quand on parle du cloud, on parle plus d'un pilier qui est vraiment important, c'est le self-service ou bien le on-demand self-service. Du coup, j'aimerais bien rentrer dans la plateforme du cloud, insérer ma carte bancaire et avoir la main sur les ressources dont j'ai besoin. Donc, et ça va aider beaucoup plus sur non pas que l'évangélisation de l'utilisation de cloud, mais aussi un écosystème qui va être beaucoup plus effervescent pour la création de plusieurs profils pour l'écosystème et le marché du cloud au Maroc surtout. Parce que là, je parle des fournisseurs ou bien des CSP, des Cloud Service Providers marocains, vu qu'on parle de la souveraineté. Merci. Ça rejoint en fait une question qui vient de nos éditeurs. Est-ce qu'un jour on aura un ERP de gestion as a service que je peux commander sur la plateforme de cloud? Voilà. Je peux quelqu'un qui peut commenter. Oui, c'est une question à Wassim, j'imagine. Alors, effectivement, le consommateur est déjà concerné par ce qu'on a dit, parce qu'il y a une partie des services qui sont des services publics et une partie des questions autour de la souveraineté de la donnée qui concernent les données personnelles. Donc ça concerne déjà l'utilisateur, il est souvent assez aware dans différents environnements au Maroc et ailleurs de la question où est ma donnée. Si je prends juste l'exemple des services de santé, c'est une question qui est importante, notamment à l'aube des projets de transformation de tout ce qui est gestion de l'assurance maladie. Maintenant, pour aller aussi dans le sens de votre question, si on prend des exemples de TPE où on a effectivement à la fois la personne morale et la personne physique qui peuvent coïncider, effectivement, et ça rejoint la question qui a été posée en ligne, le fait de pouvoir utiliser des solutions de gestion, là encore je peux prendre l'exemple des pharmacies ou des officines ou des cabinets médicaux, le fait de pouvoir utiliser une application de gestion qui est dans le cloud, mais tout en étant serein sur qui est derrière cette application, où est la donnée que cette application va utiliser et comment cette donnée elle est à la fois traitée, anonymisée, etc. C'est des choses qui peuvent être au fond. Enfin, aujourd'hui, on a vu des exemples. Voilà, on a eu dans les news beaucoup de dérives sur même dans des pays où, enfin même en Europe où il y a la RGPD, il y a eu des dérives sur exactement ce cas d'usage qui est les pharmacies d'officine. Donc, je pense que la question effectivement est nécessaire. Elle doit vraiment monter en termes de awareness et le particulier doit aussi être bien informé là-dessus. Et je pense que le cloud, avec les différents choix que ça ramène, doit adresser en tout cas le développement de solutions spécifiques pour les TPE et l'open data qu'on a cité aussi tout à l'heure, c'est quelque chose qui est à la fois pour les startups mais aussi pour les citoyens. Hein. C'est pas qu'elle devrait être visualisable via des API mais aussi visualisable pour les citoyens. Donc, Très bien. Écoutez, je pense, là, je vois le temps passer. On arrive au terme de notre rencontre. Madame et messieurs, je vous laisse peut-être un dernier mot pour clôturer
tout simplement cet événement? Un ou deux mots, hein, donc mais court. Allez-y. Madame Salima, allez-y. Pour vraiment être courte, je vais clôturer par l'introduction de Sissad, donc sans besoin de la répéter. Il y a un vent très positif qui souffle sur le Maroc actuellement. Nous avons tous les moyens qu'il faut pour transformer tous les rêves dont on a parlé et même les freins qu'on a cités en opportunités de transformation du Maroc, de développement du Maroc. Et je garde le NMD donc, que je veux voir se réaliser, mais je garde aussi le NMD, le New Mindset Initiative, où on peut vraiment utiliser toute cette positivité pour devenir la Digital Nation qui a été citée dans le discours royal, le Morocotech qui va commencer à exporter des connaissances sans pour autant exporter nos jeunes avec. Simone. Optimisme. Voilà. Donc, optimisme. J'ai vécu les 20 ans du développement des télécoms. Et on a été très, très visionnaire à prendre ce virage et prendre la locomotive des télécoms avec la déréglementation, avec la 3G à l'époque, avec 20 ans. Ça nous a permis de prendre la tête de l'Afrique sur la partie télécom. Sur le digital et le numérique, je vois qu'on a perdu 10 ans. Parce qu'on a de recul, on compare avec les autres pays, on compare avec et le digital et le numérique, on peut très rapidement rattraper des retards. Les gaps peuvent être rattrapés très très rapidement. Je reste optimiste que les 5 prochaines années vont être les années du digital pour le Maroc, pour reprendre le flambeau d'être le numéro 1 en Afrique. Optimisme. Optimisme avec une roadmap depuis tout à l'heure sur 5 ans. On a rajouté la date. En un mot, comme dit l'autre. Exactement. Alors je vais reprendre un mot que je pense que c'est Salima qui l'a. C'est Velocity. Velocity ou Velocity. Velocity. Super, excellent. C'est fait. On réussira tous ensemble. J'espère qu'on réussira Inch'Allah, tous ensemble. Et j'espère qu'on va être l'un des leaders, pas qu'en Afrique, hein, mais peut-être un premier palier Afrique sur l'industrie 4.0, mais vraiment ciblé au niveau mondial, parce qu'on a toutes les capacités humaines et technologiques sous nos mains. Il faudrait juste vraiment qu'on puisse réussir à être cet acteur clé mondial. Super, merci beaucoup. Écoutez, pour ma part, je dirais un peu plus qu'un mot. Je dirais qu'on a vu aujourd'hui clairement que le cloud est clairement dans l'air du temps. Il était effectivement apporteur d'efficience et d'agilité pour beaucoup. Mais tout à l'heure, Salima a dit coup de souffle. Clairement, aujourd'hui, le cloud a besoin d'avoir un peu du vent en poupe au Maroc. Et j'ai bien aimé une certaine image entre le cloud et le vent. Sachez que dans l'atmosphère, le vent et le nuage sont indissociables. Pour qu'un nuage apparaisse, le doigt doit soulever des grandes quantités d'air humide jusqu'à des altitudes où la vapeur d'eau se condense. Donc notre cloud a besoin de vent. Ce vent, c'est qui? C'est quoi? C'est l'OSIM et vous, chers invités, avec cet événement de sensibilisation que j'espère est un début d'une belle brise pour le cloud. C'est vous, chers auditeurs et participants, avec vos questions du jour, que je sais vont se poursuivre au-delà. C'est nos représentants étatiques qui, j'espère, vont oser, j'ai envie de dire, cette sortie de la zone de confort et nous aider à pousser la porte de l'épanouissement tout en restant dans la souveraineté. Comme disait Thomas Edison, la valeur d'une idée dépend de son utilisation. À nous donc de faire bon usage de l'idée du cloud. Merci à l'OSIM avec sa tête, M. Said et Mme Nihal pour cette belle rencontre. Merci à nos auditeurs de vous être connectés aussi nombreux et aux courageux ici présents de votre déplacement. Et le mot de la fin, j'ai envie de dire, qui va rester de rigueur, gardez bien sûr les gestes barrières sanitaires, mais pour ceux qui n'ont pas encore compris, il n'y a pas de barrière à mettre pour le digital. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée et à la prochaine, Inch'Allah. Merci.
Ja.